Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette conférence dans le cadre du parcours sur les municipales. Alors moi je me présente, je suis Marianne Maximi, je suis députée de la France Insoumise du département du Puy-de-Dôme et je suis aussi conseillère municipale d'opposition à Clermont-Ferrand et donc je vais animer cette conférence et je vais vous présenter mes collègues qui vont intervenir aussi. Donc à mes côtés j'ai Marie G qui est adjointe au maire de Gentilly et qui anime aussi le média Nos Révolutions. De l'autre côté, donc, j'ai Patrick Poissy, qui est le maire LFI de Fâche-Tuménil, département du Nord, que vous connaissez sûrement. Et au bout de la table, j'ai René Révol, qui est donc maire LFI de Gravel, donc dans l'Hérault. Voilà, on a une géographie vaste aujourd'hui. Donc l'intitulé de notre discussion, c'est la 5e République contre les communes. Et par nos diverses expériences dans des conseils municipaux, on va essayer effectivement d'expliquer en quoi cette République dont on parle beaucoup à l'échelle nationale est aussi un véritable danger pour les démocraties locales. On va évidemment parler budget, démocratie, je viens de le dire, mais aussi politique publique. Et on va aussi essayer de se donner des perspectives parce que vous le savez, cette année va être chargée. On y reviendra évidemment à la fin, mais nous sommes dans une année d'élections municipales et donc nous allons avoir aussi en tant qu'insoumis et insoumises des propositions et pas que juste des mesures, mais aussi une autre vision politique de ce que sont en fait aujourd'hui les communes, à quoi elles servent et est-ce que c'est un outil aussi pour nous révolutionnaire. Et donc on va développer tout ça et je vais commencer par laisser la parole donc à Marie pour une quinzaine de minutes et évidemment à la fin on aura un échange ensemble et préparer vos questions. On va essayer de pouvoir interagir et discuter et se trouver aussi des pistes pour notre rentrée qui va être chargée. Merci. Alors effectivement, depuis 40 ans, on nous parle de décentralisation et en réalité, c'est tout l'inverse. Sous la Ve République, les réformes territoriales ont méthodiquement vidé les communes de leur pouvoir politique, fiscal et administratif. Depuis 15 ans en particulier, nous vivons une offensive néolibérale qui a organisé une recentralisation masquée sous tutelle technocratique et qui frappe de plein fouet en particulier les communes populaires. La Ve République, elle a concentré les pouvoirs dans les mains à la fois de l'exécutif et elle place les communes sous tutelle de Bercy, des grandes entreprises et des préfets. Donc derrière les mots de rationalisation, de modernisation qu'on entend souvent, il y a une stratégie qui est de recentraliser les richesses, d'affaiblir l'autonomie populaire et de transformer les communes en simples sous-traitantes des politiques néolibérales. Autrement dit, la Ve République, c'est l'histoire d'une centralisation brutale et d'abord contre les communes populaires. Et ce n'est pas seulement une question technique ou une question d'élus, parce que historiquement, la commune, elle n'a jamais été neutre. Elle est un champ de bataille politique et un champ de bataille entre domination bourgeoise et pouvoir populaire. Alors si on fait un peu l'histoire justement de l'évolution des communes et de leur pouvoir, entre 1945 et 2000, les communes françaises, elles ont bénéficié en quelque sorte d'un âge d'or de l'autonomie fiscale notamment. Donc il y avait la taxe foncière, taxe d'habitation, à partir de 1976, la taxe professionnelle, et les municipalités, elles sont emparées pour mener des politiques ambitieuses et autonomes. La santé municipale avec des centres municipaux de santé, des crèches publiques locales, le logement public, ce qu'on appelle parfois le logement social, et même parfois des diplomaties militantes, alternatives en quelque sorte à celles du pouvoir central. Par exemple, sur le Vietnam, il y a eu un certain nombre de communes qui se sont mobilisées. Donc ça a vraiment été une période où la commune a pu être un levier politique d'émancipation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était aussi un levier politique qui était financé par les entreprises via cette fiscalité, sans que les entreprises ne décident elles-mêmes des politiques qui sont menées. À partir de 2009, c'est là où réellement il y a un démantèlement systématique de l'autonomie fiscale des communes dans une logique de centralisation néolibérale et souvent sous les mots de la décentralisation. C'est un processus en fait qui s'inscrit dans la continuité de la contre-révolution néolibérale des années 80, qui s'était déjà attaqué avant, par exemple, à la sécurité sociale, avec un mécanisme un peu similaire en quelque sorte, puisqu'on utilisait des concepts donc, identifiés comme positifs, étatisation, pour reprendre en main les capitaux et les espaces d'autonomie populaire. Donc qu'est-ce qui se passe en 2009 ?
Ça commence avec, sous la présidence de Sarkozy, la suppression de la taxe professionnelle, qui est remplacée par des taxes moins redistributives. C'est la CFE et la CVAE. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une économie de 7,4 milliards d'euros pour les entreprises. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de négligeable. Entre 2009 et 2011, en fait, il y avait 59% de l'impôt local qui était à la charge des particuliers en 2009. C'est 77% en 2011. Donc on voit qu'il y a un vrai renversement et que les entreprises font une réelle économie dans cette démarche. Ensuite, 2014-2015, sous la présidence de François Hollande, c'est les lois MAPTAM et les lois NOTRe qui imposent donc de nouvelles intercommunalités, et notamment en Ile-de-France, c'est les établissements publics territoriaux, au découpage arbitraire. Si on prend Gentilly, la commune où je suis élue, avant ça, il y avait une intercommunalité choisie avec 7 communes. À partir de là, on est dans un établissement public territorial de 24 communes qui chevauche 2 départements sans continuité, sans cohérence territoriale ni politique. Les périmètres et les sièges de ces établissements publics territoriaux, en fait, ils sont décidés en décret, en Conseil des ministres. Donc c'est imposé. Ces lois, elles créent aussi la métropole du Grand Paris, qui crée un transfert des impôts et aussi des compétences, mais je pense que mes collègues vont revenir dessus plus largement, vers ces structures donc technocratiques et éloignées du suffrage populaire, parce que je pense qu'il y a très peu d'habitants en Ile-de-France qui savent qui siège à la métropole du Grand Paris, contrairement aux maires qu'en général on identifie assez bien. Les communes, elles vont transférer une partie de leurs ressources, en particulier les ressources économiques, via ce qui s'appelle un fonds de compensation des charges transférées, qui est capté essentiellement par la métropole. Sans aller dans le détail sur ces mécanismes, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les communes, elles fixent pas donc la fiscalité locale et elles dépendent de renversements qui sont complexes. Et on arrive à des situations, par exemple, où Nanterre finance des villes comme Neuilly. Pourquoi? Parce que les communes populaires, elles avaient utilisé la taxe professionnelle en se disant on attire des entreprises et comme ça, on fait payer aux entreprises un certain nombre de politiques publiques. Donc à partir de là, elles sont considérées comme riches fiscalement et donc elles doivent reverser une partie de ces ressources vers des communes qui n'ont pas eu ces stratégies-là, donc comme Neuilly par exemple. Ça emmène également à une technicisation de l'action publique qui dépolitise la gestion municipale et qui favorise petit à petit donc, le transfert du pouvoir vers des directions administratives, essentiellement donc, à la métropole et aux établissements publics territoriaux. Dernier élément fiscal, c'est la suppression de la taxe d'habitation en 2018, sous la présidence donc, d'Emmanuel Macron, qui prive les communes, là aussi, d'un dernier outil fiscal. Donc là aussi, que faisaient les communes populaires? C'est qu'elles fixaient des taxes foncières assez hautes pour pouvoir faire en sorte que l'impôt il soit réparti, y compris sur les entreprises, et des taxes d'habitation très faibles. Et donc là, elles se retrouvent avec cette stratégie ne peut plus être d'actualité. Et dès lors, puisqu'on voit qu'il y a les différentes stratégies fiscales qui existaient donc sont démantelées, les communes elles deviennent largement dépendantes de la dotation globale de fonctionnement, donc c'est versé par l'État, qui est donc non pilotable par les villes. Les villes ne peuvent pas faire grand-chose pour changer leur dotation globale de fonctionnement. Et les montants se réduisent d'année en année. La baisse globale, c'est 20%. Entre 2014 et 2025, c'est passé de 40 milliards d'euros à 27,2 milliards d'euros. Donc on voit que ça a vraiment fondu presque de la moitié. Les communes, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent courir auprès de subventions, d'appels à projets, qui orientent donc les politiques publiques qui sont menées, puisque du coup, elles doivent remplir des cahiers des charges qui ne sont pas les leurs. Et ces appels à projets, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la vidéosurveillance, c'est les cités éducatives. Donc ce n'est pas forcément les politiques que vous voulez mener qui vont être subventionnées. Donc si vous voulez de l'argent, en fait, il faut remplir ces cahiers des charges et il faut mettre en place ces politiques-là. Donc en conclusion, ce processus, donc, il a transformé les communes populaires en sous-traitantes, en quelque sorte, du coup, de politiques néolibérales, en les privant de leviers pour agir, pour penser et pour résister. Mais ça ne s'est pas passé uniquement par l'arme budgétaire. Il y a aussi toute une ingénierie normative, les audits, les marchés publics, le rôle de la préfecture, qui concourent à transformer les communes en exécutantes. Là aussi, c'est sous des mots d'ordre de transparence, d'intégrité, de bonne gestion
que la décision politique, elle est recodée en problème technique, évaluée par des arbitres qui ne sont pas élus et in fine donc soustraite au contrôle des classes populaires. Si on prend un exemple avec les chambres régionales des comptes, donc c'est créé en 82, au moment où on proclame la libre administration des collectivités. Nous, on a eu un contrôle en 2017. Que nous a dit la Chambre régionale des comptes, c'est notamment qu'on avait trop de dépenses de personnel par rapport à notre strate. C'est-à-dire qu'on a trop d'agents, donc on a trop de politiques publiques par rapport à la taille de la ville. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les communes qui sont favorisées, en réalité, c'est les communes qui externalisent. Si vous externalisez la propreté, par exemple, vous n'avez pas trop d'argent par rapport à votre strate. Donc voilà, vous êtes un bon élève, vous suivez bien le cahier des charges qu'on vous donne. Il y a des entreprises du coup qui peuvent en profiter puisque forcément il y a un profit qui se fait dans l'opération. Cette tutelle comptable, elle a encore été renforcée par la loi 3DS là, en 2022, puisque maintenant il y a un contrôle aussi de certaines politiques publiques. Donc cette année, par exemple, c'était sur la compétence scolaire. Donc la Chambre régionale des comptes vient et juge clairement plus uniquement les choix financiers, on va dire, mais aussi les politiques publiques qui sont menées. Ça renforce l'invisibilisation des choix politiques, puisque c'est plus une question de droite ou de gauche, c'est une question de bons et de mauvais élèves. Et le juge, c'est pas le pouvoir populaire, c'est pas les électeurs, c'est des hauts fonctionnaires qui viennent vous dire si ce que vous faites, c'est bien. Ensuite, il y a les règles de la commande publique également. La commande publique, alors selon le baromètre de la commande publique, c'est 100 milliards d'euros en 2023. J'ai vu qu'il y a un rapport sénatorial cette année qui l'évalue même à 400 milliards d'euros. Mais il faut retenir que c'est entre 8 et 15% du produit intérieur brut. Donc c'est quand même une somme considérable. 22 milliards d'euros pour les communes, 9,9 milliards d'euros pour les intercommunalités. L'objectif des règles de la commande publique, l'objectif affiché, c'était de garantir l'optimisation de la commande publique, donc qu'on ne dépense pas trop, sa transparence et de limiter tout détournement d'argent public. Bon, on ne peut que être d'accord avec ces objectifs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des ententes entre les entreprises sur les prix, sur les marchés pour pouvoir les obtenir. Il y a eu notamment une affaire, le cartel des BTP en 2021, qui l'a très bien montré. Et un certain nombre d'affaires aussi qui montrent que, par exemple, quand vous êtes une entreprise et que vous allez acheter une tondeuse, ça coûte beaucoup plus cher que pour un particulier qui va à Leroy Merlin ou à Monsieur Bricolage. L'inspection générale des finances, elle-même, elle reconnaît ignorer l'ampleur de cette captation. Elle parle d'au moins 5 milliards d'euros de surcoût pour les collectivités, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Et puis, il faut aussi, pour rester courte, dire que ces règles, elles créent un droit d'attaque patronal, puisque une entreprise qui est déboutée d'un marché public, elle peut poursuivre une municipalité pour rupture d'égalité devant la concurrence. Et c'est notamment un obstacle quand on veut faire de l'achat militant, de l'achat coopératif ou de l'achat local. Dernier élément, c'est les préfets qui renforcent donc la tutelle politique de l'État. L'exemple, c'est en 2023, par exemple, il y a un certain nombre de communes qui ont affiché des banderoles devant leur mairie pour dire qu'on n'était pas d'accord avec la réforme des retraites. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les préfets ont envoyé des courriers à ces maires pour leur dire en fait, vous êtes maire, donc vous n'êtes pas là pour faire de la politique, il y a la neutralité des services publics, donc vous enlevez ça. Et je crois que mes collègues vont revenir, cette année, on a eu la même chose avec les drapeaux sur les mairies. Donc clairement, le message qui est envoyé, c'est que les maires, ils ne sont pas là pour faire de la politique et ils sont juste là pour appliquer les consignes qui leur sont données par le pouvoir central. Et pour ne pas être trop long, je voudrais conclure en disant que la Ve République a organisé ça, mais au-delà de ça, je crois qu'on est aussi dans le parachèvement d'un mouvement historique sur la commune, où l'hypercentralisation, elle se calque aussi, l'hypercentralisation politique sur l'hypercentralisation économique. Et l'histoire des communes, elle a été marquée par une lutte de classe permanente. Et on l'a vu entre le moment de la Révolution française, puis la contre-révolution de Thermidor, puis les années 45-2000 et aujourd'hui, on voit qu'il y a différents mouvements où les communes, elles n'occupent pas forcément la même place et où l'autonomie qui est laissée aux communes et derrière aux classes populaires, elle n'est pas la même. Et je crois que le débat entre centralisation et décentralisation, qui est souvent imposé en France, il masque souvent l'essentiel, qui est que ce n'est pas seulement la question du pouvoir au trait local ou le pouvoir central. Ce n'est pas la forme administrative qui détermine le contenu politique d'une institution, c'est les personnes qui l'exercent et c'est la classe qui l'exerce.
La commune, elle peut être un relais d'un pouvoir de notable, et c'était le cas aussi entre les années 45 et 2000. C'était aussi l'âge d'or des petites baronnies locales, et ça peut être aussi un appui à l'autonomie populaire. Donc c'est pas uniquement le degré d'autonomie qui détermine cela. Et je crois que comprendre ça, c'est aussi important dans le débat entre centralisation et décentralisation, pour refuser tout fétichisme. Le fétichisme de se dire que c'est l'État qui doit tout faire et que le sujet, c'est juste de saisir le pouvoir central et tout faire au niveau de l'État, ou l'autre impasse qui serait de dire que voilà, on conquiert une municipalité et on peut réussir à avoir un peu un contre-État à l'échelle locale et changer la vie des gens uniquement à ce niveau-là. Merci beaucoup Marie, parce que tu viens de faire un exercice pas évident, c'est-à-dire nous faire un topo, un retour historique en moins de 15 minutes, et c'était hyper clair, donc merci beaucoup. Je laisse la parole à mon voisin Patrick, qui va nous parler aussi entre la question de l'organisation actuelle de la vie politique locale et intercommunale, et puis surtout comment tout cela s'organise contre l'intervention du peuple sur des questions démocratiques. Donc je te laisse la parole pour 15 minutes aussi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux qu'il y ait des moments réservés pour ces amphis concernant les municipales qui arrivent. On est un mouvement qui s'est d'abord créé sur son national, et c'était bien normal. Et jusque-là, c'est vrai que nous, les élus locaux, on râlait un petit peu en disant « mais parlez de ce qui se passe dans les mairies et au niveau local ». C'est le cas cette année, et je veux dire que c'est très important, puisque vous le savez, il y a le renouvellement des conseils municipaux le 15 mars, très certainement en 2026. Et c'est l'occasion de pouvoir être présent partout et de pouvoir développer des actions, des réalisations dans le quotidien, dans le concret des habitants, et d'améliorer petit à petit, comme on le peut, mais souvent de manière tout à fait efficace, le confort des habitants. Alors, vous en avez parlé un petit peu juste avant, on a ce phénomène de la métropolisation que la France Insoumise dénonce, qui fait que les communes, petit à petit, se sont dépossédées ou se sont vues dépossédées d'un certain nombre de leurs compétences. Moi, je siège au sein de la métropole européenne de Lille, 95 communes. Voilà. Autant vous dire que c'est une sacrée usine à gaz et tout à fait antidémocratique. Moi, mon président de la métropole européenne de Lille, vous ne le connaissez pas. Il y a peu de métropolitains qui le connaissent. Il s'appelle Damien Castelin. Il est maire d'une ville de 1001 habitants. Et donc lui, il me donne des leçons de bonne gestion de ma commune, moi qui ai une commune de 18 000 habitants. Et par ailleurs, dans la méthode d'élection pour la métropole européenne de Lille, quand on va déposer le bulletin au municipal, il y a, vous verrez ça sur les prochaines municipales, il y a un petit encart où on propose des noms qui doivent figurer sur notre liste municipale pour aller nous représenter à la métropole. Et c'est le cas pour les autres EPCI, les établissements publics de coopération internationale. Ça peut être une communauté intercommunale. Ça peut être une communauté d'agglo, une communauté de communes, une métropole, dans mon cas. Et nous, on a 2 élus à la métropole européenne de Lille. Donc, un élu représente 9 000 habitants, puisqu'on a 18 000 habitants. Chaque commune a un élu à la métropole. Une commune de 500 habitants, dans la métropole européenne de Lille, elle a une voix. Donc eux, ils ont une voix qui fait 500, et moi j'ai une voix qui fait 9000. Ça vous donne déjà une petite idée du décalage qui existe, mais c'est quelque chose qui a été voulu, le fait qu'il y ait beaucoup de villes dans ces intercos, parce que ça enlève du pouvoir à la ville-centre, qui est Lille, et en plus, Lille était à gauche, donc ça les arrangeait encore plus de construire de cette manière-là l'augmentation du nombre de villes. Et puis, cette métropole, simplement, ils font un bac plus 27 en technocratie pour comprendre ce qui se dit, quoi. C'est-à-dire que si tu n'as pas nous, on n'a pas de moyens de groupe, on fait tout seul, parce qu'on n'a pas un groupe, on est 4 et il faut être 6 pour être reconnu comme un vrai groupe. Donc on se paluche toutes les délibérations métropolitaines, c'est incompréhensible, mais c'est fait exprès. C'est fait pour que le concitoyen, s'il commence à lire ça, il se dit en fait, j'y comprends rien et je laisse tomber. Quand on commence à s'attaquer à la délégation publique de services publics pour l'eau, il faut un Gabriel Amar au moins pour réussir à comprendre ce qui est dit là-dedans.
Et donc, ça éloigne bien évidemment les concitoyens de ce qui se passe à la métropole européenne de Lille. Et puis, tu le disais, pour se financer auprès de la métropole européenne de Lille, ils ont inventé un truc qui est génial, ça s'appelle les fonds de concours. Mais le fonds de concours, si vous ne rentrez pas exactement dans les caractéristiques qui sont données pour y avoir accès, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est une manière pour eux de faire des économies et aussi, en effet, de pouvoir financer uniquement ce qui les intéresse et pas forcément ce que nous voudrions voir financer. Quelques exemples. Nous, la voirie, les routes, les trottoirs, c'est la métropole européenne de Lille. Et alors, pour nous, élus locaux, c'est hyper compliqué parce qu'il y a un trou dans la voirie. Les gens, ils viennent se plaindre à qui ? Ils viennent se plaindre à nous. Et on dit, oui, désolé, mais on va faire remonter à la métropole européenne. Vous servez à quoi alors ? C'est ce qu'on se prend comme remarque quasiment quotidienne. Tout ce qui concerne les déchets a aussi été capté par la métropole européenne de Lille. La production, distribution d'eau. C'est quand même des sujets qui sont hyper présents dans le quotidien, hyper importants pour l'ensemble des habitants des intercos. Donc pour ça, il faut réussir à se mobiliser. Nous, c'est très compliqué parce que la gauche est vraiment pas du tout majoritaire dans cet hémicycle-là. On essaye de faire de la publicité. Les transports, par exemple, c'est aussi la métropole européenne de Lille. Alors, on essaye de pousser à la gratuité des transports. Et il faut quand même se lever tôt le matin hein, parce qu'évidemment, à chaque fois, on peut pas, ça coûte trop cher. En vrai, c'est comme tout. Hein. Si on arrive à diminuer certaines dépenses à certains endroits, on pourrait augmenter les autres pour étendre la gratuité des transports sur la métropole, mais aussi sur d'autres agglos qui le font déjà. Hein. Donc voilà, les métropoles, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper compliqué, mais plus on aura d'élus locaux, plus on aura de chances d'entrer dans les métropoles, et plus on pourra pousser ces sujets de régie publique de l'eau et de gratuité des transports en commun. Après, évidemment, on a notre niveau local pour l'intervention populaire, puisque on s'était dit que j'allais vous parler de ça. Nous, on a mis pas mal de choses en place sur la ville de Fâche-Tuménil parce qu'on avait fait campagne en disant, nous, on veut ouvrir les portes et les fenêtres du conseil municipal et de la mairie. On a certaines limites. Par exemple, dans un conseil municipal, il n'est pas possible de faire autre chose que ce qui est marqué dans notre ordre du jour. Par contre, on peut à un moment arrêter le conseil municipal ou attendre la fin pour prendre les questions du public. Ça peut vous paraître de la dentelle, pas grand-chose. Et moi, quand je suis arrivé, le conseil, il était ni filmé, et on ne prenait pas les questions du public. Moi, j'ai dit, à partir de maintenant, on prend les questions du public, j'y réponds à la fin, on le filme et on prend les questions sur le Facebook. Allez voir sur notre Facebook de la ville le nombre de fois où le conseil municipal est regardé après en replay. Des fois, on fait 8000 vues sur une commune de 18 000. C'est pas mal quand même. Tu peux te dire, il y a 8000 personnes qui ont regardé ce qui se passe au conseil municipal. Je vous remercie. C'est du petit détail du quotidien, mais ça nous semblait hyper important. Ensuite, on a essayé de mettre en place des nouvelles habitudes, notamment pour ce qui concerne la concertation pour les projets. Il y a pas mal d'équipes municipales, plutôt de droite, mais encore que malheureusement pas que. Ils invitent les habitants à venir, à participer à une réunion publique parce que, par exemple, il va y avoir des travaux de voirie. La voirie va être refaite. Venez, on va vous demander votre avis. Et quand vous arrivez, en fait, tout est déjà prêt. On va juste vous expliquer en quoi c'est bien. Hein, et puis on répondra aux questions à la fin, mais de toute façon, on ne peut pas faire évoluer le projet. Nous, on a pris le parti inverse. On ne fait pas de réunion publique, on ne valide pas de permis de construire avant qu'il y ait eu les réunions publiques. Pour les projets d'aménagement ou pour les projets de voirie, c'est la même chose. Et l'idée, c'est de dire aux gens, voilà, on a préparé 1, 2, 3 scénarios, on va vous demander votre avis, mais il n'y a rien d'arrêté, les budgets sont là. Nous, on n'habite pas la rue, on n'habite pas le quartier. C'est vous, les usagers de cet endroit-là, c'est à vous de nous dire. Par contre, dans nos valeurs, on a quelques obligations. Piétons, vélo, végétalisation, hyper important pour faire descendre les températures. Une rue végétalisée, c'est 1,5 degré, 2 degrés en moins lors des fortes chaleurs. Et puis, on essaye de garder un peu de stationnement, parce que si tu enlèves le stationnement, alors là, attention, c'est fini. Et vous voyez, on essaye à chaque fois de faire. Et on met ensuite en vote sur notre plateforme citoyenne, ou alors en vote papier directement auprès du service, parce que des gens ne veulent pas utiliser l'application smartphone, et ils font ce qu'ils veulent. Et donc, on met l'ensemble de ce qui a été dit, on essaye de mettre des scénarios en vote avec les remarques qui nous ont été faites pendant la réunion publique, et après on le met en vote.
Ce qui fait que l'acceptabilité des projets, elle est bien supérieure à ce que c'était avant. Une fois, j'ai un collectif de citoyens sur 2 rues qui devait être faite. La métropole européenne de Lille arrive, met des mots dans les boîtes en disant « La semaine prochaine, on commence les travaux ». Ils ne nous avaient pas prévenus, nous. Et donc, ils disent, et les citoyens, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme projet ?» Et ils se rendent compte que le projet, il est nul, quoi. Je les accueille en mairie, je leur ai filé des feuilles avec les profils de rue, et je leur ai dit « Je vous mets une salle communale à disposition. On vous aide à faire la pub. Vous vous réunissez, vous faites des ateliers et à la fin, vous nous donnez un papier avec votre version idéale du projet. » Et bien, ils l'ont fait en 2-3 jours. Et ils sont arrivés, ils m'ont donné, ça c'est notre projet idéal. Je leur ai dit, je le prends, je le mixe avec les obligations réglementaires de la métropole, que eux forcément peuvent pas forcément, que ne connaissent pas forcément. Et à la fin, le projet, mais alors quand je passe là-bas, franchement, c'est chouette, quoi. Et tu croises des habitants, ils disent, franchement, bravo, vous avez écouté notre voix. Alors, ça prend du temps, il faut de l'organisation, ça casse un peu les neurones de temps en temps. Alors c'est vrai que si on a un élu local et qu'on ne va pas s'emmerder, on prépare le truc à l'avance, après mâcher, on dit c'est comme ça. Mais quand on est un élu local et qu'on veut vraiment le faire, ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'on peut le faire, et on peut le faire de manière respectueuse de toutes et de tous. On a mis en place le budget participatif, 40 000 € à l'année, pour des projets décidés, proposés, votés par les concitoyens. Et pareil, c'est de la dentelle, quoi. C'est vous qui habitez votre rue, qui avez envie d'un banc à cet endroit-là, allez, on le met au budget participatif. On a mis en place le droit de pétition. Donc là, c'est une procédure où quelqu'un va déposer une pétition. Si elle obtient un certain nombre de signatures, 400, ça donne le droit à l'inscription au conseil municipal. Ils peuvent voter pour cette pétition les gens inscrits sur les listes électorales, les gens qui ont entre 16 et 18 ans, c'est dans le programme Insoumis, on s'est dit, on va le mettre aussi, et puis les étrangers qui habitent sur la commune. Après tout, ils habitent sur la commune, ils ont bien le droit aussi de donner leur avis sur un droit de pétition. Et ça, alors vous voyez, on parlait tout à l'heure de limites constitutionnelles notamment, on l'a fait pour le droit de pétition, on a voulu mettre en place le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et bien ça, on ne peut pas le prendre en délibération. On n'a pas le droit, la Constitution nous l'interdit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, nous on va dans un vœu au conseil municipal, qui n'est pas exactement une délibération, on a dit, par contre, quand on aura atteint tel niveau de signature, avec le même système que le droit de pétition, donc là on est à 2000 signatures, parce que 2000 signatures c'était le nombre de voix que mes opposants avaient eu à la municipale, et on s'engage à faire un référendum. Et on n'aurait pas pu le prendre en véritable délibération, sinon ça ne serait pas passé au niveau de monsieur le préfet. Donc voilà, ça c'est quelques exemples de petites choses que nous avons réussi à mettre en place. Les relations avec le préfet, j'y viens très rapidement, ce n'est pas les choses qui sont toujours les plus agréables, parce que lui, c'est le représentant de l'État, et quand l'État a décidé qu'on ne mettrait pas de drapeau palestinien sur la façade, il nous les fait enlever. Alors, moi, je suis allé au tribunal administratif il y a 2 semaines, puisque monsieur le préfet n'a pas attendu ma réponse à son courrier pour nous mettre au tribunal administratif. En gros, il m'appelle et il me dit, monsieur le maire, il y a 2 solutions. Soit vous me dites que vous le retirez, soit je vous écris. Je lui dis, on va s'envoyer des lettres, monsieur le préfet. On ne mettra pas de petit cœur en bas de la page, mais on va s'écrire. Il m'a écrit, il n'a pas attendu que je lui réponde, il m'a mis au tribunal administratif, ce qui n'est pas très sympathique. Au tribunal administratif, j'ai dit, mais attendez, il y a un jugement à Versailles sur le sujet des drapeaux ukrainiens. Un concitoyen ne voulait pas qu'il y ait de drapeaux ukrainiens sur la façade de la mairie, tribunal administratif, et le tribunal administratif dit, à partir du moment où le maire suit la politique diplomatique française, il n'y a pas de problème, et puisque la France est aux côtés de l'Ukraine, il n'y a pas de problème. Donc moi, il y a 2 semaines, qu'est-ce que je dis ? Mais attendez, moi je ne fais que respecter ce qu'a dit monsieur le président de la République française. Il vient d'annoncer qu'il allait reconnaître l'État de Palestine. Je suis dans la droite ligne de la politique diplomatique internationale française. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, mais attendez, ils sont pas blancs et chrétiens, donc forcément ça marche pas. Hein. Faut pas... Donc j'ai retiré le drapeau, mais du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des lumières à la place. Mais normalement, on peut rien me dire. Donc, j'espère, en tout cas. Et puis, dernier truc, à la main du préfet, il y a quelque chose qui s'appelle la dotation de soutien à l'investissement local. En territoire rural, c'est la dotation de soutien DETR, dotation. Bon, c'est pour les territoires ruraux.
Et ça, c'est à la main du préfet. En gros, ils ont une enveloppe annuelle pour tout le département, nous, le département du Nord, et ils décident de comment ils la dépensent. Tant et si bien que moi, jusqu'à 2024, j'avais eu 0 € de décile pour la ville de Fâche-Tuménil. Et je rencontre le nouveau préfet, je lui énonce cet état de fait, et il me dit, bon, je vais voir pour faire quelque chose, parce que je ne voudrais pas que l'on dise que monsieur le préfet juge à la couleur politique du maire. C'est quand même beau. Et en effet, on a eu 340 000 € sur une réfection, une réhabilitation de salle de sport. Mais bon, vous voyez, c'est quand même quelque chose... c'est pas très sain, moi, je trouve, dans une vie démocratique normale, que un petit conciliabule de personnes décide que oui, lui, son projet, ça me plaît, et lui, ça me plaît pas, et donc on va pas aller donner d'argent. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, j'espère vous en avoir donné la preuve avec les quelques petits projets que je vous ai cités. Il est possible de mettre tout de même des choses en place au niveau local. Il est possible de faire de la politique, ça j'insiste, parce qu'il y a plein de maires qui disent « Moi, je fais pas de politique, je suis juste un bon gestionnaire, un bon père de famille ». Celui qui vous dit ça, c'est un menteur. Tous les maires font des choix politiques. Mais c'est juste que selon la couleur politique, des fois on nous dit de faire de la politique et des fois c'est du bon sens. Par exemple, sur les chaînes de télé, un maire qui va dire « Moi, je vais sucrer les aides facultatives du CCS aux parents dont les enfants traînent dans la rue », là, ils vont dire « C'est du bon sens, bien évidemment, ils emmerdent la ville, donc la ville ne va pas donner d'argent ». Pourtant, c'est quand même bien marqué politiquement. Et par contre, nous, quand on dit on va faire peut-être un peu moins de place à la bagnole, un peu plus de place à la végétalisation et aux arbres, là on dit oh, vous êtes des affreux écolos et vous voulez priver les gens d'utiliser la voiture. Donc vous voyez, tous les maires font de la politique. De toute façon, la politique, c'est la vie de la cité étymologiquement. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est très bien vu. Moi, j'ai mis une banderole sur l'hôtel de ville contre la réforme de la retraite à 64 ans. J'ai dit à mes agents, si vous allez faire la grève même, je ne suis pas allé voir si c'était en manif, cet après-midi, je ne retirerai pas sur les payes. Je peux vous dire que ça a été hyper apprécié. Quand je dis que je ne mets pas, et pas par les agents et aussi par les habitants, quand je dis que je ne mettrai pas les drapeaux en berne à la mort d'Élisabeth II ou du pape, parce que neutralité des édifices publics pour ne pas mettre le drapeau palestinien, c'est un principe constitutionnel. Par contre, pour mettre les drapeaux en berne à la mort du chef d'une église, là, ça déroge pas, tu vois, au principe de neutralité des édifices publics. Et là, c'est hyper apprécié aussi des habitants. J'arrête là, j'ai fait 16 minutes. Merci à toi. Et puis voilà, ça donne des exemples aussi concrets de ce que ça veut dire quand on a des mairies insoumises. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans un cadre, évidemment, comme on le décrivait, qui est la Ve République, avec toutes ses contraintes, sa violence, sa répression, parce qu'on le voit aussi, les élus ne sont pas épargnés par la répression politique aussi, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et donc, on va continuer dans les exemples concrets aussi et parler peut-être de leur politique et de la nôtre, c'est-à-dire, par exemple, un exemple concret, régie publique ou privatisation, qu'est-ce qu'on a comme espace pour agir concrètement dans ce cadre-là aujourd'hui? Je te laisse la parole à toi, René. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je partage l'avis de mes prédécesseurs, comme quoi c'est très bien qu'on ait des débats ici sur la France Insoumise concernant la question municipale, non seulement parce qu'il y a des élections l'année prochaine, mais que pendant les 6 ans d'une mandature, l'intervention des Insoumis dans une commune peuvent jouer un rôle important. Voilà, quelle que soit la situation. D'habitude, je viens pour d'autres sujets à la France Insoumise. L'année dernière, j'étais pour venir signer mon bouquin sur l'histoire du capitalisme. Cette année, c'est pour venir signer mon bouquin sur mon expérience politique de 1967 jusqu'en 1995, de Lambert à Mélenchon. Voilà. Puis je suis avec d'autres. Et là, enfin, on me fait venir sur les questions municipales. Bon, voilà. C'est un peu pour un peu d'humour. Donc, l'article 72 de la Constitution déclare la libre administration des communes. Et lorsque cet article a été rédigé, Michel Debré ne voulait pas l'écrire dans l'histoire de la Constitution. Il y a eu un débat chez les gaullistes en 1958. Et finalement, il a repris cet article qui était dans la Constitution de la 4e République. Pourquoi ça a son importance? Parce que la République plonge ses racines dans la libre administration des communes. Plonge ses racines dans la bataille pendant tout le Moyen-Âge et puis pendant l'époque moderne, contre laquelle se battait notamment Louis XIV, c'est-à-dire les chartes municipales libres qui permettaient aux villes de s'administrer librement et de s'émanciper de la tutelle des seigneurs. Donc la République, elle a commencé par la bataille des cités libres, il ne faut jamais l'oublier. Et dans les États du Languedoc dont on faisait partie, les chartes des cités libres étaient la base sur laquelle on a pu
construire le combat républicain qui a mené et qui a été repris par les Jacobins. Donc, il faut avoir cette vision historique qui se puise. Et ça a débouché sur la loi du 14 décembre 1789, présentée par Mirabeau, qui avait été déjà discutée entre la nuit du 4 août, où a aboli les privilèges, et le 22 août, où il y a eu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils ont eu un débat sur cette libre administration des communes. Et cette loi fondamentale, elle dit que c'est les citoyens qui doivent élire le conseil municipal sur la base de la commune et dans aucune prérogative pour la noblesse et pour le clergé, pour les nobles, etc. C'est notre histoire. Et ce n'est pas par hasard si de Napoléon, les rois et tout le monde au cours du 19e siècle ont aboli cette disposition. Et elle n'a été reprise que par la grande loi du 5 avril 1884 qui a établi le fait que les maires sont enfin élus par leur conseil municipal et non pas désignés par le préfet. Hein, sauf pendant, et c'est le cas depuis, sauf pendant la période de Vichy, où la dictature de Vichy a décidé de renommer les maires. Donc c'est une histoire, cette libre administration, c'est l'histoire de la République. C'est pas parce qu'on est intéressé par les communes ou je sais pas quoi, ça fait partie, c'est la base même de la République. Et la Ve République a voulu remettre en cause cela, et par ce que j'appelle, je vais sortir un texte en 2015 à ce sujet, au moment où il y a eu la loi MAPAM, tu as très bien fait de citer comme un moyen finalement de faire régresser les libertés communales. J'avais dit il y avait le triangle sur lequel la République est fondée est un triangle démocratique extrêmement simple. C'est premièrement en 1789, la Troisième République, la Quatrième également. C'est d'abord la commune qui élit son conseil municipal librement. C'est deuxièmement le département qui élit son conseil départemental librement. Et c'est enfin l'Assemblée nationale où les députés sont élus pour faire la loi, parce que la loi doit être toujours la même pour tous sur tout le territoire de la République. D'accord ? Et à ce triptyque, on l'a démantelé, la Ve République et toutes les politiques néolibérales visaient à le démanteler en faisant premièrement que le pouvoir national diminue et que des compétences soient transférées dans des instances supranationales, notamment européennes, et qui font fi de décisions démocratiques des différents peuples. D'accord ? Deuxièmement, c'est la mise en place des régions qui n'avaient aucune base historique en France, avec la création de régions qui ont guère de signification quand on voit, je ne veux vraiment attaquer aucune région ici, mais enfin, la mienne, Occitanie, elle n'a aucun sens. Voilà, elle n'a aucun sens. 6 millions d'habitants, on a plus d'habitants que l'Autriche, enfin, c'est stupide. Et donc, on éloigne la décision de l'habitant, et enfin, il y a les intercommunalités. Les intercommunalités, c'est par le transfert des compétences à l'intercommunalité. Et l'intercommunalité, que ce soit une agglomération, communauté de communes, métropole, etc., eh bien, ça a été très bien décrit par les prédécesseurs, fait qu'on ne le fait pas. Alors, à partir de là, il faut commencer et bien se dire que nous pouvons résister dans les communes et il y a la possibilité de résister. C'est ça qui est important. Et ce qu'on fait, ce n'est pas de dire que la commune, on peut créer le socialisme dans la commune, hein, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas mentir aux gens, comme quoi on va pouvoir appliquer tout notre programme dans la commune, mais on peut faire des pas significatifs qui donnent à voir ce que serait un pouvoir insoumis dans le pays. Et c'est ça l'essentiel. Et de ce point de vue, ne pas se laisser impressionner par les autorités qui sont au-dessus de nous, qui nous disent « ça, c'est pas possible, c'est interdit ». Alors, je vais prendre des exemples concrets, puisque c'est ça la commande. Voilà. Donc, des exemples concrets. Prenons, avant de parler de la régie de l'eau, parlons de la régie de l'eau, justement. Nous, on a décidé de faire un référendum municipal. Bon, on fait le référendum municipal. Le préfet nous appelle, nous dit « vous n'avez pas le droit ». Je ne sais pas ce qu'il m'a pris au téléphone, je lui dis « mais c'est pas un référendum ». Il me dit « qu'est-ce que c'est ?» Je lui dis « c'est une votation citoyenne ». Et il me dit « ah bon ?» Donc voilà. Donc on a organisé une votation citoyenne. Et la votation citoyenne, alors je fais venir Gabriel Amar à l'époque, voilà, parce qu'on n'avait pas fait la régie, c'est lui qui a fait un débat public. On a respecté, il y avait les partisans de la délégation de services publics au privé, il y avait les partisans de la régie, égalité, chaque citoyen a reçu, chaque consommateur d'eau, pas seulement citoyen, c'est-à-dire que tous les plus de 16 ans ont pu voter, et tous ceux qui sont étrangers, qui consomment de l'eau comme les autres ont pu voter. Et on a organisé des débats publics, et il y a eu un vote, et le vote, il a été tranché, 95% pour la régie publique, 5% pour la délégation au privé. Voilà. Et je peux vous dire que, malheureusement, la France insoumise ne fait pas 95% dans ma commune. Donc ça signifie que c'est la population qui a choisi que c'était un objet communal, y compris, j'ai vu des gens de droite qui n'ont jamais voté pour moi, voilà, et qui ont dit « ah oui, vous avez raison, l'eau, ça doit rester communal ». Voilà. Et
Ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut oser le faire, c'est faisable. C'est-à-dire que le RIC, on peut le faire sous une forme adaptée, et ça donne à voir ce que serait un RIC. Voilà, ça me paraît important. Ensuite, quand on vous dit c'est pas votre compétence, je prends un autre exemple. Moi, il faut qu'on se batte pour les prochaines municipales pour installer dans toutes les communes des boucliers sociaux locaux. Donc, bon, pas détailler si on en a pour 2 heures là. Dans le communalisme insoumis, c'est un point qui est important. Des boucliers sociaux locaux qu'il faut installer. Donc, vous avez un premier outil par lequel vous pouvez partir, c'est les CCAS. Vous avez vu que récemment, il y en a même qui envisageaient de les supprimer. D'accord ? Voilà. Donc, voilà, les CCAS. Alors, le CCAS, si vous regardez les missions obligatoires du CCAS, c'est que dalle. Hein. Quand je suis arrivé comme maire, c'est assez simple, il faisait un repas pour les aînés chaque année, c'est tout ce qu'il faisait. Donc, le CCAS peut s'étendre, peut se développer. Et à un moment donné, j'ai dit, ben voilà, on va faire un truc spécifique sur le logement. Ah, on me dit, c'est pas votre compétence, c'est la compétence de la métropole. J'ai rien à foutre. J'organise une délégation du logement et on s'occupe. Et on a imposé à la métropole que c'est nous qui nous occupons du logement. J'avais 3% de logements sociaux, maintenant je suis à près de 20%. Il a fallu se battre avec ces délégations pour le faire. Donc c'est important de ne pas accepter cette consigne. Deuxièmement, quand on a sur l'emploi, alors là, quand on a décidé de faire une mission communale pour l'emploi, on nous a dit, c'est pas votre compétence, c'est la compétence de l'État. Ah, bravo. Donc à l'époque, c'était la NPE, machin, là, de France Travail, ça s'appelle aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est France Travail, c'est pas votre compétence. Bon, ok, c'est pas ma compétence, mais je le fais quand même. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, il y a au CCAS un service emploi qui recueille toutes les offres d'emploi, qui accompagne toutes les personnes de la commune qui le souhaitent. On a commencé par les jeunes, parce que les jeunes de moins de 25 ans, c'est la galère la plus absolue, etc. Et on l'a étendu à toute la population, c'est faisable. Donc on est passé d'un CCAS qui était à 2 agents, à un CCAS qui a bientôt une dizaine d'agents, et ainsi on s'insère et on résiste à la... Alors il faut faire attention, c'est pas le CCAS ne va pas remplacer l'État social qui est aujourd'hui démantelé à l'échelle nationale. Ça, c'est une illusion de dire ça. Mais par contre, en faisant ces batailles, ça sert de point d'appui pour la lutte ensuite à l'échelle, disons, plus large. Alors maintenant, on aborde une dernière question, si vous voulez, qui me paraît importante, c'est l'intercommunalité, la métropole. Alors, je ne reviens pas à ce qu'a dit Patrick, c'est très juste. Hein. Donc moi, j'ai 31 communes, je suis un peu moins noyé. Et il faut... Voilà, la régie devait s'installer au niveau de la métropole. La régie s'installe à la métropole. Donc, une fois que je suis arrivé, après on m'a viré, après je suis revenu, ainsi de suite. Bon, voilà, c'est classique. Donc, on se bat politiquement pour mettre en place cette régie. Donc, il faut bien faire attention. Le mouvement a changé. Le mouvement a commencé à Grenoble en 1995. Puis il y a eu Paris en 2001. D'accord ? Puis petit à petit. Aujourd'hui, la moitié des... Alors, à l'époque, c'était 8 millions d'habitants. Puis maintenant, la moitié des habitants sont couverts par des régies. Parce qu'il y a eu Bordeaux, il y a eu Strasbourg, il y a plein de gens qui sont passés, il y a Lyon, tout le monde passe par les régies. Voilà, et c'est un mouvement d'ensemble. Et donc aujourd'hui, on a parfaitement les moyens aujourd'hui de dire, il y a beaucoup de contrats qui vont s'achever pour les communes dans les 6 ans qui viennent. Et c'est très dur d'arrêter un contrat en cours de contrat, c'est quasiment impossible. Et ils n'ont plus la possibilité de faire des contrats comme avant de 25 ans. Donc, qui est vraiment un scandale, parce que vous donnez un fric fou pendant 25 ans, d'accord ? Et... Alors, il faut avoir un argumentaire. On ne va pas revenir sur l'argumentaire par rapport à la régie, parce qu'on le connaît, on l'a développé, et ce n'est pas exactement le sujet. Mais montrer que la régie est plus efficace que la délégation privée, plus juste socialement, plus écologique et plus efficace. Alors, le plus juste socialement, c'est les 15 premiers mètres cubes gratuits qu'on a mis en place. Alors, on nous a dit, vous allez ruiner. Ben, on n'a rien ruiné du tout. On a 15 mètres cubes gratuits parce que c'est un moyen de survie. J'aurais dû faire 30, 60, mais je n'avais pas les moyens de les payer. La seule chose que j'ai pu payer, c'est 15 mètres cubes. Donc, on a commencé par les 15 mètres cubes gratuits. À partir de là, on développe, on prend tout l'assainissement, on prend tout le reste et on le gère nous-mêmes. Alors on nous dit oui, mais vous n'êtes pas compétent, vous ne savez pas faire, c'est les entreprises qui savent faire. Je m'excuse. Je respecte les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs des entreprises qui fabriquent une usine d'épuration. Ce n'est pas moi que je suis allé avec ma bétonnière bâtir l'usine d'épuration, d'accord ? Ça ne serait pas droite d'ailleurs. Voilà. Donc c'est des entreprises spécialisées avec des compétences. Mais par contre, la gestion, c'est ça qui les intéresse. Parce que la gestion, dans les bouquins de marketing, ils appellent ça la vache à lait. D'accord ? C'est ce qui permet de nourrir le capital. D'accord ? Donc non, il faut exclure le privé, le capitalisme de la gestion des biens communs, et puis vous passez des marchés avec des entreprises spécialisées, compétentes, qui peuvent vous fabriquer ceci ou cela. Parce que c'est l'enjeu de l'autonomie future de nos territoires par rapport à la réserve en eau, qui est aujourd'hui très cruciale dans toutes les régions de France. Et donc,
il est fondamental de continuer à faire ces régies. Donc c'est possible de le faire. Donc on a tout à fait raison de dire que les politiques néolibérales cherchent à nous imposer ça et ne pas le faire. À partir de là, vous arrivez dans des intercommunalités qui peuvent vous contraindre, comme vous le dites. Mais l'établissement public de coopération intercommunale, c'est un joli nom. Le mot coopération, c'est le contraire de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, eux, c'est on vous impose une norme et puis vous devez l'appliquer. Donc, il faut arriver dans ces unités avec la... Moi, je vais proposer que partout, c'est une obligation légale. Il faut que vous êtes obligés de faire au début de la mandature une charte de gouvernance. Vous êtes obligés de faire une charte de gouvernance de toutes les communes. Voilà, il faut l'adopter. Et elle doit être adoptée à l'unanimité de toutes. Donc, si vous avez les moyens de les emmerder, là. Donc, à l'unanimité. Donc, cette charte de gouvernance, il faut bien la travailler pour que dedans, il y ait des choses qui respectent la liberté communale. Par exemple, ce qu'il disait tout à l'heure, qu'une métropole vienne et dise dans la rue, machin, on fait ci, on fait ça, on distribue. Non, non. Il faut imposer dans la charte de gouvernance que rien, un véritable droit de veto communal. Alors, on n'est pas contre, on n'est pas débile. On n'est pas contre le fait que certaines politiques publiques ne peuvent être développées que sur des territoires pertinents de plus grande ampleur. Prenons l'exemple de l'eau. Moi, je suis un long partisan, Jean-Luc l'a souvent repris, c'est le territoire pertinent pour l'eau, c'est peut-être pas l'intercommunalité, c'est le bassin versant. C'est le bassin versant des rivières qui sont chez vous, de l'eau qui coule chez vous, et donc ça rassemble les communes. Or, les intercommunalités, elles se sont souvent construites en fonction de petites combines politiques qui fait qu'elles ne respectent pas les bassins versants. Donc qu'on gère l'eau à l'échelle d'un bassin versant, ça me paraît logique. Que l'on gère les transports et un certain nombre de choses comme ça à l'échelle d'un bassin de vie et d'emploi, ça me paraît logique. Mais il est anormal qu'on vienne sur une commune qui, elle, est élue démocratiquement et qu'une structure qui n'est pas élue démocratiquement décide à la place de la commune. Il faut donc introduire le droit de veto communal sur le territoire de la commune par rapport aux décisions de l'intercommunalité. Et ça, il faut le mettre dans la charte de gouvernance. Voilà. Je vais m'arrêter, sinon je suis trop long. Merci beaucoup pour ton discours et puis pour des perspectives aussi concrètes. Mes trois collègues l'ont dit, on est dans un moment qui s'inscrit dans une longue histoire dans le temps long, c'est-à-dire celle qui vise à réduire l'autonomie, la liberté des communes, les appauvrir, mais les mettre aussi sous un joug néolibéral. Et ça s'accélère évidemment. On va dire que dans le retour historique que tu nous as fait, on a quand même un moment où quand Hollande arrive au pouvoir, président de gauche, normalement, quand il s'était présenté, a fait énormément de mal aux collectivités avec une baisse de dotation qui a été vraiment très violente, très brutale, qui a mis à mal les politiques publiques. Tout ça s'est poursuivi avec Macron d'autres manières. C'est chacun son style. Macron nous a fait, quand il est arrivé au pouvoir, le pacte de Cahors qui venait là aussi impacter les collectivités. C'était un mécanisme très pervers inspiré du pacte de stabilité européen, avec l'obligation pour les communes, les communes, les départements et les régions d'ailleurs, les grandes communes, c'était à l'époque, de ne pas augmenter, de dépasser en fait un certain seuil de dépenses de fonctionnement. Donc ça s'attaquait carrément aux politiques publiques là aussi, c'est-à-dire le nombre d'agents, parce que c'est ça les dépenses de fonctionnement principalement. Et s'ils dépassaient ce seuil-là, ils avaient des pénalités financières. Donc vous voyez, ça s'est arrêté avec le Covid. Moi je voulais juste parler de ça parce que j'ai eu la casquette aussi de parlementaire, membre de la commission des finances, et je voulais quand même continuer dans la 5e République qui s'en prend en commune avec les budgets depuis que nous avons Macron et depuis notamment 2022 où il n'y a plus de majorité. Et un des braquages démocratiques aussi au niveau communal, c'est le fait que les parlementaires ne puissent plus aujourd'hui voter les budgets. Vous le savez, depuis 2022, tous les budgets sont passés en force par des 49.3. Et ça, c'est un scandale démocratique aussi à l'échelle des collectivités. Et c'est important de le dire parce que là, pour 2026, vous avez vu le programme, la cure d'austérité historique que nous prépare Bayrou. On a 44 milliards en tout, ce qui a été annoncé, plus des mesures absolument horribles sur l'hôpital public, sur les 2 jours fériés qu'ils veulent supprimer. Et sur les communes, on leur demande un effort qui est assez hallucinant parce que ça s'inscrit dans le temps long, comme je disais. Là, ils demandent une contribution aux collectivités de 5,3 milliards d'euros, ce qui est énormissime, ce qui représente en fait 13% des économies que doit réaliser le budget de l'État. Donc ça, c'est important de le mettre en relation parce que, par exemple, les très hauts revenus que nous, on essaye de taxer, qu'on essaye par amendement
amendements de faire contribuer justement au budget de l'État pour rétablir en fait cet équilibre entre les recettes et les dépenses, eux ne sont pas du tout impactés à la même hauteur. C'est-à-dire que si on reste sur le budget qui a été présenté, ils contribueront à peine à 10%. Donc, vous avez vu, l'effort est principalement demandé aux collectivités aujourd'hui dans ce nouveau budget qui va être d'une violence absolue. Et je ne détaillerai pas tous les dispositifs sur lesquels ils vont continuer à grignoter à la fois l'autonomie, la liberté, par exemple de prélever sur les recettes aussi des collectivités. Ça, c'est des dispositifs d'une perversité assez incroyable où on vient prendre l'argent dans les recettes des collectivités. Et ils réfléchissent à remettre un nouveau contrat de Cahors, enfin un nouveau dispositif aussi. Donc vous voyez, le budget 2026, ça va être aussi une grande bataille contre cette 5e République qui va s'en prendre encore plus aux collectivités. Et ce qu'il y a d'important à savoir, c'est qu'on a parlé effectivement des politiques publiques que mènent les communes. On a parlé de l'eau, on a parlé de plein de choses, mais moi j'avais un exemple assez concret, par exemple, c'est celle des piscines. Ça peut paraître anecdotique, les piscines, mais c'est quand même un symbole important. Et au moment où il y a eu la crise inflationniste, par exemple, il y a des collectivités qui n'ont pas pu faire fonctionner leurs piscines parce que l'État n'a rien fait pour faire des boucliers tarifaires à la hauteur. Ils ont fait évidemment baisser les dotations parce qu'elles n'étaient pas indexées sur l'inflation. Et donc, ces politiques publiques-là, ce n'est pas des choses qui sont accessoires dans la vie des gens. Apprendre aux gamins à nager, ça sert à ça, les communes. C'est hyper important quand on voit, par exemple, aujourd'hui, le nombre de noyades que nous avons eu cet été avec une année de canicule. Plus on va appauvrir les communes, plus on va avoir des phénomènes qui vont s'amplifier. Et je prends cet exemple-là parce que je le trouve assez parlant. On va mettre encore en difficulté les communes sur des politiques publiques qu'elles sont les seules à mener, en fait. Et je trouve que c'est assez hypocrite, un an après les JO, de nous dire on a fait plein de politiques du sport et en fait de mettre à mal les collectivités sur ces politiques publiques-là. Alors moi, je voulais finir là-dessus sur l'austérité parce que ça va être une bataille de la rentrée, mais je vais y revenir. Mais peut-être se dire comment nous, on va appréhender cette séquence, c'est-à-dire quelle va être notre entrée politique et qu'est-ce qui va se passer en mars 2026. Les collègues, vous en avez beaucoup parlé, c'est que la commune, tout d'abord, c'est un espace politique. Et ça, c'est une vraie bataille à mener. Vous l'avez dit, c'est pas un truc de gestion, c'est pas un truc de neutralité ou de bon sens. C'est des choix politiques. C'est un lieu de lutte des classes. C'est un lieu où on va pouvoir construire une politique qui lutte contre le néolibéralisme et qui lutte, affirmons-le aussi, contre ce système capitaliste. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est un véritable outil pour nous, militants de gauche, de pouvoir concrètement proposer des mesures qui visent à lutter contre ce système. Alors, tu l'as dit, René, on ne va pas faire des communes anticapitalistes. On est dans un monde qui est compliqué, mais on va faire des batailles à toutes les échelles. Mais cette échelle-là, elle est importante parce que c'est là où les gens sont en capacité de se mobiliser le plus. On le sait, et ça a été dit aussi, aujourd'hui, on connaît plus facilement le nom de son maire, sa mère, que du président de l'Interco, ou même que le président du département, ou alors même que des membres des ministres, tellement ils changent souvent. L'échelle municipale et communale, c'est une échelle aussi à laquelle les gens sont attachés. C'est une échelle concrète dans notre vie quotidienne. On sait où est notre mairie. On ne sait pas où est le siège de la métropole, par exemple, mais on sait où est notre mairie. Et donc, on a un levier énorme d'éducation populaire pour repolitiser ces débats-là qui vont traverser en fait la société, qui va commencer très tôt cette année. C'est un outil aussi qu'il va falloir activer pour repenser aussi les liens entre les gens et entre les territoires. Alors, on nous parle beaucoup des territoires, c'est surtout les gens qui les font vivre, ces territoires. Et aujourd'hui, on nous a présenté les communes, les métropoles notamment, comme des outils de concurrence. C'est la concurrence entre tous et tous, tout le temps. La métropole, c'est en fait cette logique d'attractivité, de rayonnement, de compétitivité, tous ces mots-là très néolibéraux, mais qu'on a fait infuser aussi à l'échelle municipale. Et nous, on va arriver justement avec cette idée complètement inverse. Nous voulons des lieux de solidarité. Le but, c'est pas d'être la meilleure ville par rapport à l'autre. C'est pas d'être la métropole en concurrence. Moi, je suis clermontoise, donc nous, on est censé concurrencer Saint-Étienne, Grenoble, Lyon. Autant vous dire que c'est pas la peine, on n'y arrive pas. Et donc, ça nous fait faire des politiques qui sont délirantes. Construire un grand stade, parce qu'il faut avoir un grand stade pour être une grande ville, parce que sinon, on n'est pas une grande métropole. Ça, c'est 80 millions, par exemple, d'euros foutus en l'air à Clermont-Ferrand pour un grand stade de foot qui va être vide et qui n'est pas un développement utile pour les gens aujourd'hui. On a besoin d'autres investissements. Et donc, nous, on va arriver avec une politique qui vise à mettre de la solidarité, de la fraternité, de la sororité, en fait, entre nous et entre les habitants et les habitantes. Et quand je dis ça, c'est qu'il va falloir s'appuyer sur des outils qu'on a, nous, insoumis. Tout simplement, ce sont les luttes. Et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se présenter dans des échéances électorales sans s'appuyer sur nos luttes locales. Et aujourd'hui, il existe dans toutes les communes des collectifs, des gens qui s'organisent, qui essayent de changer leur ville, leur rue, leur quartier.
C'est dans les quartiers populaires, mais c'est aussi des parents d'élèves qui vont s'attaquer à ce qui se passe dans leur école, comment la cour est organisée, est-ce qu'il y a des bagnoles devant l'école. Et on doit, nous, s'appuyer sur les luttes. Et on doit même faire plus. C'est qu'on doit faire rentrer les luttes dans les conseils municipaux. On doit faire en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui se mobilisent, qui sont des acteurs et des actrices de leur ville, et qui ne sont pas écoutés en fait par les dominants que nous avons aujourd'hui. Moi, je vois à Clermont-Ferrand, c'est une majorité, on va dire, de gauche, hein, PS, écolo, et pourtant, les luttes, par exemple, des quartiers populaires n'arrivent pas à percer dans les conseils municipaux. Mais parce que tout simplement, nous avons aussi aujourd'hui des conseils qui ne sont pas représentatifs des habitants et des habitantes. On n'a plus beaucoup d'ouvriers, par exemple, nous, à Clermont-Ferrand, alors que nous sommes la ville Michelin. À une époque, un conseil municipal de la ville de Clermont, c'était des ouvriers Michelin qui siégeaient. Aujourd'hui, on a des cadres supérieurs Michelin qui siègent. Alors ça change un peu les politiques publiques qu'on met en place. Et donc ces luttes qu'on va avoir besoin et dans lesquelles nous sommes aussi, nous, insoumis et insoumises, dans lesquelles on participe, il va falloir qu'elles soient aussi la construction de ces programmes politiques et qu'elles rentrent en fait dans les conseils. C'est un point d'appui qui est le plus important pour nous, pour sortir aussi de cet aspect très technocrate qu'on veut nous faire monter. Pour être un élu, il faudrait être un grand technos. Bon, non, c'est pas ça. Un élu, c'est quelqu'un qui connaît sa ville, qui la vit, qui sait ses besoins, les besoins de ses voisins et qui peut porter la parole de ses voisins, des habitants des quartiers ou des entreprises qui y sont. Donc les luttes, à mon avis, c'est vraiment la base aussi de la construction de notre programme, en dehors de tous les outils qu'on a, nous, insoumis, parce que vous allez voir, la boîte à outils, elle est vaste. Hein, on ne va pas pouvoir tout faire. Hein, prenez ce qu'il y a d'intéressant. Mais prenez aussi ce qui existe sur vos territoires, ce qui existe dans vos villes, dans vos quartiers, pour pouvoir les faire être au plus près en fait, des besoins des habitants. Parce que nous, on fait une politique qui part des besoins de celles et ceux qui vivent ici. Et c'est comme ça qu'on fera de la démocratie, qu'on remettra de la démocratie dans ces conseils municipaux aussi. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de ne pas avoir en fait, la parole, la vie réelle en fait des gens qui, alors je ne dis pas dans les communes où nous sommes à la tête de ces communes, évidemment, on a eu plein de démonstrations de comment on fait monter cette parole et comment elle fait éruption en fait dans les conseils. Mais lorsque nous ne sommes pas aujourd'hui aux commandes, il va falloir pousser pour que ça rentre. Et donc moi je vais aller très vite parce que je voulais laisser la parole après à vous, mais dire qu'on va avoir plusieurs étapes en cette rentrée. Je pense que ça commence, et on va en parler pas mal, mais ça va commencer le 10 septembre. Le 10 septembre, c'est aussi à l'échelle des villes que ça va se construire. C'est un mouvement national, mais c'est dans les quartiers, dans les ronds-points, sûrement aux entrées de ville, mais c'est plein d'endroits où il va falloir s'appuyer dessus et être présent, soutenir. Et le 10 septembre, ça peut être aussi un moment de construction très politique, en fait, où les gens vont se réapproprier ce qui est en train de se passer. Et ça va continuer comme ça, évidemment, avec les batailles, nous, parlementaires, avec la censure. On va espérer arriver très vite à faire une censure. Mais si ce n'est pas juste à la rentrée, ça sera avec le budget, parce que c'est impossible que ce budget austéritaire qui va faire un mal incroyable à celles et ceux qui n'ont plus rien, que ce budget passe. Donc on va se bagarrer évidemment contre ce budget. Et puis ça va continuer évidemment avec les élections municipales. Je pense que mars 2026 peut être un moment politique assez historique dans ce que nous sommes en train de vivre dans ce temps long justement. Et c'est un moment de réappropriation. Il va falloir s'appuyer sur tout ce qu'on va construire dès septembre pour que nous, insoumis, insoumises, nous soyons au rendez-vous des municipales et qu'on puisse s'emparer de ces villes-là pour changer la vie des gens à l'échelle de la commune, mais aussi dans les intercos et foutre le bazar, comme tu disais, parce que ça a besoin d'être secoué. Donc, on a une tâche, une année qui risque d'être particulièrement chargée, mais qui va être, à mon avis, un tournant important pour nous, pour celles et ceux qui sont méprisés depuis bien trop longtemps par les gouvernements successifs, comme on l'a pu le décrire. Donc, on va avoir du boulot. Donc, et il n'y a pas, je finis juste là-dessus, mais on a parlé de plusieurs échelles de villes et de plusieurs territoires, et c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, tout ce qu'on s'est dit, c'est applicable de la plus petite commune jusqu'à la grande métropole, où en fait, tout est politique. Et dans une commune de 150 habitants, la vie de la cité, elle est aussi éminemment politique. Et je finis juste sur une dernière chose. Moi, je remercie les maires qui se sont mobilisés, que ce soit pour la réforme des retraites, mais aussi pour la Palestine, parce que repolitiser le débat public, c'était ce qu'il nous fallait, c'est essentiel, et gloire à vous d'avoir aussi affronté ces préfets et de continuer à le faire, parce qu'on a besoin d'avoir des élus qui représentent nos idées et celles et ceux qui se battent depuis plus de 22 mois, tous les samedis, dans toutes les villes de France, et notamment pour Gaza. Donc merci beaucoup d'avoir fait ça aussi. On va faire passer du coup un micro. On va essayer d'alterner, si ça vous va, une question camarade femme, camarade homme, pour pouvoir avoir une représentativité aussi de notre assemblée.
Et on vous laisse la parole. Essayez de formuler ça assez court, s'il vous plaît, qu'on puisse laisser la parole à tout le monde. Je t'en prie. 1, 2. Oui, ça parle, ça entend. Très bien. Question courte à tous, et notamment à René Revol. Sur l'histoire, vous entendez pas? Je parle au maximum, là. Je projette la voix. Oh, le micro est allumé, là. Oui, sur le contournement, parce qu'effectivement, le préfet retoque quand il y a un référendum d'initiative citoyenne communale. Il dit non. Il y a la consultation aussi, mais tu as dit que tu as proposé une votation. Et là, du coup, c'était passé. C'est ce qu'avait fait la commune de Saillant il y a quelques années aussi. Et c'était passé. Donc, tu confirmes bien ce fait, quoi. C'est très important pour la suite, hein. Merci. Il y a une question qui, pour moi, m'étonne que vous n'ayez pas abordée, c'est la question assurantielle des communes, puisque non seulement, en effet, les communes ont subi des baisses de dotation, mais elles ont subi des augmentations des primes d'assurance allant de 1 à 1104%. C'est mon travail, je bossais là-dedans. Comment est-ce qu'on fait en tant que maire quand on prend une augmentation d'assurance de sa flotte, de ses bâtiments, de l'ensemble de ses bâtiments communaux, supérieure à 1000%, et encore, si on trouve un assureur prêt à nous assurer, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a une suprématie des pôles assurantiels, qu'il y en a 2 en France, et si ces 2 assureurs refusent de vous assurer, certains maires ont même été s'assurer à l'étranger, d'autres encore aujourd'hui, alors que nous sommes au mois d'août, n'ont toujours pas d'assurance depuis le mois de janvier. Comment est-ce que vous faites? Merci. Moi, je suis en train de travailler le programme avec un groupe de camarades sur une petite commune, Marseille. Une première question, Marseille, c'est 111 conseillers municipaux, et 300 si on prend les secteurs et tout, 700 000 habitants. Donc la question, les exemples que vous avez donnés, il y a une différence de taille d'échelle et on se pose beaucoup de questions. Comment réussir à faire que les élus puissent aider à faire une démocratie locale efficace? Eh ben, on réfléchit. Si vous avez des pistes, je prends. Deuxième question par rapport aux questions financières. La question, avec tout ce qui a été dit, une des seules voies qu'on voit pour essayer de lever du pognon, c'est l'endettement. Et est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus par rapport à vos expériences municipales? Merci. Oui, bonjour. La question de la Ve République, c'est aussi la question de la toute-puissance de la majorité dans un conseil municipal. Et donc, je me demandais, dans votre pratique à vous, on va dire insoumise des mairies, quelle place vous avez décidé, vous, de laisser à l'opposition? Surtout que, nous, dans nos communes de droite, ils nous laissent 0 place. Donc, c'est un peu tentant de se dire que si on arrive au pouvoir, on ferait pareil. Donc, voilà, c'est une vraie question. Quelle place vous laissez à l'opposition et pourquoi et comment? On fait une première salve de réponse et on reprend des questions après. Je vais répondre à la dernière question sur les relations avec l'opposition. C'est vachement intéressant parce que je vais me lever comme ça, je vous verrai en même temps. Nous, on a essayé de faire davantage de place à l'opposition parce que on n'aurait pas voulu, nous, être traités de cette manière. Alors, nous, c'était la première fois qu'on se présentait à une élection locale pour 31 personnes sur 33 de notre liste. Et donc, on s'est dit, si on veut changer les mentalités, commençons par changer nos pratiques à nous. Et donc, ça se joue au moment de la prise du règlement intérieur. Et c'est là où tu peux ouvrir un petit peu plus facilement les portes. Par exemple, on a mis en place la possibilité pour n'importe quel élu, donc opposition ou pas, alors d'ailleurs, on ne dit pas élu d'opposition dans aucun texte, on dit élu non majoritaire à la limite, mais c'est même pas dans les textes non plus, tu vois, donc c'est parfois un peu compliqué de réussir à désigner.
on a mis la possibilité, par exemple, de demander la création d'une mission d'information spéciale sur des sujets précis. Par exemple, nous, on s'était dit peut-être qu'ils vont en demander une sur l'extinction des lumières la nuit. On l'a pratiqué dans notre ville, on éteint maintenant de 1h à 6h du matin. Et ben non, on avait donné ces exemples-là au moment de la présentation du règlement intérieur et de sa votation, mais ils n'en ont pas voulu. Quand on crée les conseils de citoyens, ce que certains appellent les conseils de quartier, avant, ce qui se passait, c'est que les candidatures étaient envoyées, que le président du conseil de quartier, c'était un élu de la majorité, et qu'en gros, il prenait dans les candidatures les gens qui l'intéressaient. Donc genre, moi, non. Mais nous, on a décidé de les associer au choix. Et donc, dans nos conseils de citoyens, il y a les gens qui sont volontaires, qui candidatent, et on fait une commission avec des membres de la minorité pour choisir les personnes volontaires. Et dans les personnes qui ont été désignées, qui avaient déposé une candidature, il y avait une personne qui était sur la liste concurrente. Une autre fois, j'avais un cas de conscience parce que on avait ouvert un poste, on l'avait publié, et là, dans les personnes qui candidatent, il y avait la femme d'un de mes élus. C'était pour un poste dans une crèche, et d'ailleurs, c'était la femme de l'élu à la petite enfance. On a mis un mec à la petite enfance, à ce qui paraît, ça change. Il y a toujours des postes comme ça où il y a plutôt des gars ou plutôt des femmes. Donc, on a changé. Et là, j'avais un cas de conscience parce qu'on a pris une charte entre nous de bonnes pratiques. Et là, ça peut nous être reproché, même si elle a les compétences et les diplômes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité un membre de la minorité à venir à l'entretien d'embauche. Alors là, mes services, ils m'ont regardé comme ça. Ils me disaient, mais attendez, ça se fait pas. Je m'en fous. Parce que de toute façon, s'il vient pas, moi je l'ai proposé, j'ai la preuve que j'ai proposé, et si la personne vient, elle va faire un travail comme nous, c'est-à-dire qu'elle va poser les questions et elle va donner son avis. Et au final, cette personne n'a pas été recrutée, mais elle a quand même été invitée à un entretien d'embauche, et ça s'est joué sur les compétences. Mais bon, tu vois, il y a moyen, par-ci par-là, de donner un petit peu plus de place à l'opposition. C'est tentant de ne pas le faire, mais moi je pense qu'il faut toujours laisser... Ils sont élus comme nous. Nous, par exemple, dans la ville, on a des indemnités pour les conseillers municipaux et donc aussi pour les conseillers municipaux d'opposition. Ça me paraît quelque chose de tout à fait normal. Et de nouveau, si on veut changer les mentalités, commençons par nous-mêmes. Tu voulais répondre sur l'endettement ? Juste quelques mots sur les questions financières. D'abord, sur l'assurance, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai beaucoup tremblé. Bon, j'ai une augmentation de 10%, ça va, je peux arriver. Mais il y a des collègues qui n'ont pas pu assurer certains biens dans leur commune. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a des biens qui ne sont pas assurés. Par exemple, les voiries, les réseaux, tout ça, ce n'est pas assuré tout le temps. Ils ne l'assurent pas. Donc, si vous avez une inondation et une catastrophe comme ça m'est arrivé en 2014, c'est tout bon pour votre budget, quoi. Et vous allez pleurer des subventions, mais elles ne couvrent pas la totalité des dégâts. Donc, voilà, c'est un vrai enjeu. Et on est plusieurs maires à défendre l'idée d'une mutualisation des assurances entre les communes pour permettre que chacun ne soit pas livré, seul, petite commune, face à AXA et autres requins des assurances. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, sur l'endettement. Alors, il faut que vous sachiez quand même qu'à la différence de l'État, le budget de fonctionnement d'une commune ne peut pas être financé par la dette. Parce que ce n'est pas vous qui payez, c'est le Trésor public qui paye. Donc, si à un moment donné, il n'y a plus de sous dans la caisse, le Trésor public ne paye pas ce que vous demandez qu'il paye. Donc, les budgets de fonctionnement des communes sont toujours équilibrés, par principe. Et c'est pour eux un moyen de contrainte, comme tu l'as expliqué, à travers le truc de Cahors, où ils limitent l'augmentation des dépenses de fonctionnement. C'est pour eux un moyen de contrainte. Donc l'endettement ne peut être utilisé que pour l'investissement. Et il y a, dans le discours néolibéral, donc moi j'ai une bonne opposition d'extrême droite, néolibérale, etc., c'est parfait, et qui développe l'idée il ne faut surtout pas s'endetter. Il ne faut surtout pas s'endetter, la dette trop importante, c'est pas possible, la dette c'est l'ennemi, la dette c'est l'ennemi, voilà. En s'appuyant sur le bon père de famille, sur toutes ces thèses-là. Et il faut vraiment résister à ça et montrer que quand vous faites, par exemple, comme on est dans la première couronne de Montpellier, la croissance démographique chez moi est forte, donc on a construit une nouvelle école, d'accord ? Une nouvelle école, c'est communal, d'accord ? Comment faire sans s'endetter ? Et puis c'est stupide, pourquoi c'est les contribuables de l'année N0 qui paieraient un bien qui va servir pendant 30 ans ? Pourquoi on ne répartirait pas les biens sur les 30 ans à travers l'emprunt, à condition bien sûr que le taux d'intérêt de cet emprunt ne soit pas trop élevé, qu'il soit fixe, que vous le maîtrisiez. Donc il faut assumer le fait de s'endetter. Il faut dire que c'est une bonne chose. Si la dette est saine, si celle-ci correspond
un développement du service public et correspond à un étalement de la dépense. Donc il faut absolument assumer l'endettement. Et c'est important, naturellement, à un moment donné, ils vous tapent, par exemple, ils vous disent, dans les taux, vous savez, ils font des rapports chaque année sur votre commune, et ils vous convoquent à la préfecture pour vous dire c'est bien, pas bien ce que vous faites. Bon, ils n'ont pas de pouvoir de nous l'interdire, donc on écoute ce qu'ils nous disent. Mais ils nous disent le ratio d'employés, par exemple, communaux. Si vous dépassez dans vos dépenses de fonctionnement, 50% des dépenses de fonctionnement, c'est les salaires de vos employés, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi? Moi, j'ai internalisé la crèche, j'ai internalisé le loisir, j'ai internalisé plein de choses. Voilà, et c'est le service public, l'école de musique qu'on a internalisé, donc automatiquement, je vais dépasser les 50%. Parce que ce que fait les politiques libérales, c'est qu'elles délèguent au privé, ça fait diminuer la masse d'employés communaux et ça passe en dessous de 50%. Non, on n'accepte pas ce diktat. De la même manière, ils nous disent, le taux d'endettement, ça doit être, avec ce que vous dégagez comme épargne chaque année, il faut que vous puissiez rembourser en moins de 12 ans. C'est la règle, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu comme les 3% de Bruxelles, ça. Il y a un truc, ils ont inventé 12%, 12 ans. Donc, il faut que, avec votre excédent annuel, vous le remboursez. Il ne faut pas que vous dépassiez les 12 ans. Cette année, je suis passé à 13,6. Donc, une petite lettre de la préfecture pour dire « Ah, vous avez dépassé les 12 ans. » Mais oui, parce qu'on vient d'investir cette année, d'accord, pour rénover totalement une école, pour qu'elle soit adaptée au changement climatique. Et c'est bien tombé. Il y a eu une canicule, donc ça a permis de vérifier que c'était très utile. Et donc, à partir de là, il faut absolument assumer cet endettement. Et l'assumer et le maîtriser. Bon, maintenant, vous n'avez pas la capacité d'augmenter vos ressources. La dernière ressource qui reste aux communes, il n'y en a qu'une, c'est la taxe foncière. C'est la taxe foncière. Et les propriétaires, ils la répercutent sur le locataire. Vous n'en faites pas. Donc, c'est la taxe foncière. Donc, vous avez une limite, y compris pour avoir une autonomie. Votre base fiscale, c'est que ça. Alors, elle a un avantage, c'est qu'elle ne dépend pas de la conjoncture. D'accord ? Alors, à la différence de l'État qui a fait que les départements et les régions sont maintenant financés par la TVA, bon, la TVA, les années où la TVA, où l'activité se ralentit, la TVA diminue. Et donc, les ressources des départements et de la région n'ont plus aucune maîtrise de leurs ressources. Nous, il ne nous reste que la taxe foncière. Elle a une certaine stabilité, elle augmente avec le public, etc. Mais vous, si vous augmentez la taxe foncière, voilà, il y a des limites. Chez nous, elle est déjà élevée. Mais à un moment donné, c'est la seule ressource. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'augmenter cette taxe foncière si vous voulez répondre. Et là, chez moi, elle n'a pas augmenté depuis 10 ans, mais voilà, ça va se poser. À ce moment-là, il faut dire quel est le projet pour la commune, quelle est l'augmentation d'impôts que je vous propose. Et on fait un débat public pour organiser la votation de tous sur cette question. C'est-à-dire, est-ce que ce projet il est nécessaire? S'il est nécessaire, on décide de le payer ensemble par le seul moyen qu'on a. Voilà. Et si on joue la démocratie à ce moment-là, on n'a pas à avoir de honte, à un moment donné, d'augmenter des impôts si ça correspond à un projet qui a été adopté avec les citoyens. Un petit mot, après je laisse la parole pour les autres. Sur l'endettement, il y a aussi des mécanismes qui sont hyper favorables, notamment avec la Caisse des dépôts et consignations. Nous, là, on vient de changer l'ensemble de notre éclairage public en 3 mois. 1800 points lumineux, on a tout passé en LED, pilotable à distance, tout ce que vous voulez, machin. Et on a bénéficié d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ça s'appelle de l'Intracting, et on va commencer à le rembourser en 2026 avec les économies qu'on aura commencé à générer sur la baisse des consommations et de l'éclairage que va générer le fait d'avoir tout passé en LED. Donc ça, c'est pareil. Donc tu as raison. J'ai endetté, notre majorité a endetté la ville d'1 million supplémentaire, sauf que en 8 ans, je crois, quelque chose comme ça, on sera déjà quasiment bénéficiaire, quoi. Et en plus, à des taux vachement intéressants, puisque c'est la Caisse des dépôts et consignations, et que c'est un organisme qui dépend de l'État, et que c'est quelque chose de très très vertueux. Voilà, il y a aussi des mécanismes comme ça qui vous permettent de défendre l'emprunt. Tu l'as très bien fait, et je souscris tout à fait à ce que tu dis. Une école, nous on vient d'acheter un bâtiment pour y mettre un centre communal de santé et une épicerie sociale et solidaire. Ça va servir à tout le monde pendant des années et des années. Ça répond à des problématiques précises de santé et de solidarité, et on l'a fait avec de l'emprunt. Mais tu as raison, il faut que ça soit corrélé à un objectif expliqué, mais il n'y a pas de, c'est du bon emprunt et ça sert à tout le monde. Ouais. Sur la première question, sur la votation régie publique de l'eau,
Effectivement, alors nous, on a été dans la même situation. On est passé à une régie publique de l'eau. On a fait la même chose. On a fait une votation. Donc oui, c'est possible, ça passe. Après, les votations, c'est un engagement politique qui est pris. Ça ne suffit pas pour passer à une régie publique de l'eau. C'est un engagement que vous prenez auprès de la population et vous prenez l'engagement de respecter le résultat de la votation, mais ça ne suffit pas pour passer à une régie publique de l'eau, et donc c'est pour ça que ça fonctionne. Et peut-être pour donner une expérience aussi sur la place de l'opposition. Alors nous également, on a essayé donc de donner un certain nombre de pouvoirs à l'opposition, et notamment la présidence d'une commission éthique pour contrôler à la fois les déplacements, tous les sujets qui pourraient y avoir de conflits d'intérêts, etc. Dans la municipalité. Ils l'ont refusé, un peu comme tu disais, ils refusent certains leviers. Après, il y a quand même une difficulté et une différence. Alors moi, je suis d'accord, je pense qu'il faut donner un certain nombre de pouvoirs et pas être dans une logique revancharde, mais il faut bien avoir à l'esprit que quand on est face à des oppositions de droite, elles vont pas forcément avoir les mêmes leviers que quand c'est la gauche qui est dans l'opposition. Et notamment, nous, par exemple, notre opposition, elle a par contre la majorité au conseil départemental, au conseil régional, à la métropole, et du coup ils sont pas du tout dans la même posture. Par exemple, nous, le conseil départemental, depuis qu'il est passé à droite, il a voulu fermer une crèche municipale. Le maire a écrit au président du conseil départemental pour lui demander un rendez-vous pour s'y opposer, etc., avec une pétition, avec un certain nombre, avec beaucoup d'habitants qui ont signé. Le président du conseil départemental a refusé, mais a reçu le président du groupe d'opposition. Donc on est quand même face aussi à des gens qui, eux, contournent en fait assez largement le jeu démocratique, qui voudraient quand même qu'on dise que quand un maire a été élu, une majorité a été élue par des habitants, normalement on va quand même plutôt les voir en premier. Donc on va dire qu'on est quand même face à des difficultés un peu plus fortes, à mon avis, quand on a ce type d'opposition. Et pareil, on est aussi face à des difficultés de recours. Nous, notre opposition, dedans, il y a un juriste de droit public qui fait des recours systématiques au tribunal administratif sur tout ce qu'on fait, qui écrit à la préfecture. On a fait passer une délibération sur un bail amphithéotique pour une mosquée, par exemple. Derrière, courrier à la préfecture, les menaces de recours, voire les recours. Donc c'est aussi quand même un rapport à l'opposition qui est assez différent quand vous êtes face à des personnes qui ont des ressources assez importantes, à la fois politiques, scolaires, juridiques, etc. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Ouais, moi, je rajouterais quand même une chose sur la question du droit des oppositions. On est tous dans des configurations différentes, mais je pense qu'il y a un truc essentiel et qui peut être aussi un enjeu pour nous, c'est la question de la transparence de la vie politique d'une commune. Et ça, c'est un outil quand même qui est pas toujours exploité par des conseils municipaux, notamment installés depuis très longtemps dans des communes où en fait on a peu accès à l'information, que ce soit des élus d'opposition ou des citoyens et des citoyennes. Et ça, pour régler aussi des questions de conflit, je pense, dans le fonctionnement d'une institution comme des conseils municipaux, la transparence des délibérations, des réunions, le fait d'informer les gens, ça règle aussi pas mal de conflits en fait entre opposition et majorité, parce que les débats politiques, ils doivent se mener, c'est sain, c'est d'ailleurs la vie normale d'une commune, c'est qu'il y ait une opposition, une majorité et qu'on ne soit pas d'accord, ça fait partie du jeu, mais qu'on ait accès en tout cas aux éléments pour se positionner. Et ça, c'est un des véritables enjeux, mais même à une échelle nationale. Je le vois à l'Assemblée nationale, quand on n'a pas accès à des études, à des dossiers pour se positionner, ça crée de la tension et on n'arrive pas à mener un débat normal et avec à la fin qui est tranché par les élus en fonction. On a tous un mandat, on a gagné ou perdu, mais on a quand même un mandat électif qui doit être respecté, quelle que soit la majorité actuelle. Une dernière chose quand même sur la question de la dette, c'est agité de la même manière, je pense, par la droite qu'à l'échelle nationale. Une dette, c'est pas un objet dangereux en soi, en fait. Dans une famille, faire un emprunt pour acheter une maison, des voitures, c'est pas un truc où on fait n'importe quoi, en fait. Donc, on doit aussi pouvoir parler de la dette de manière sereine. Et ça a été décrit de manière, quand elle est équilibrée, utile à une politique publique et qu'on est bornée dans le temps et qu'elle est à taux fixe. Et on a un petit traumatisme quand même à l'échelle des collectivités, c'est qu'il y a eu aussi un moment des emprunts toxiques. Et les banques, évidemment, sont très voraces sur
sur les emprunts des collectivités. Et dans les années 2008 à peu près, il y a eu beaucoup de collectivités qui se sont fait arnaquer par des emprunts qui s'appelaient taux fixes à l'époque, mais c'était pas taux fixe écrit en bonne orthographe, hein, et c'était indexé sur l'euro franc suisse, sur des monnaies comme ça. Donc c'est des emprunts qui ont explosé et qui ont mis vraiment en grande difficulté financière beaucoup de collectivités, mais aussi des hôpitaux et tout ça. Donc il y a aussi comment on arrive à reprendre des contrôles sur aussi des banques, sur les questions d'emprunt. Enfin voilà, c'est pas que la dette en tant que telle, mais c'est aussi ceux qui vont prêter de l'argent, comment on contrôle aussi à une échelle nationale, et c'est pour ça la Caisse des dépôts, c'est pas mal pour ça, hein. Mais les banques privées, évidemment, ont été aussi des énormes arnaques. Et par exemple, sur les emprunts toxiques, là où on a eu un problème aussi, c'est quand on a voulu en sortir, il n'y a pas eu de solidarité entre les villes. Et en fait, ça n'a pas tenu bon. Il y a eu quelques communes qui ont voulu continuer à aller au contentieux pour attaquer les banques, qui était vraiment une vraie arnaque. Sauf que, en fait, la plupart n'ont pas voulu résister à ça. Et cette logique de concurrence de chacun sauve ses fesses, et là, on portait à ce moment-là. Et donc, ça laisse des traumatismes aussi. Et d'où à mon avis, cette ligne politique qu'on doit défendre, c'est celle de la solidarité entre tous et toutes, plus que cette concurrence de savoir qui sera le meilleur gestionnaire, le plus pur, le moins endetté, parce que ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est les politiques qui sont utiles à la population. On a le temps d'une dernière petite salle, oui. Oui, bonjour. Alors moi je viens d'une petite ville d'un peu moins de 9000 habitants dans le Jura. J'avais une question aussi sur l'endettement, sur la dette, mais vous y avez bien répondu du coup, parce que donc, je viens d'une ville qui est assez fortement endettée, avec des capacités d'investissement qui sont dites assez réduites. Du coup je vais vous poser des questions sur deux autres projets auxquels on réfléchit avec mon groupe. Donc celui d'une cantine municipale, parce qu'à l'heure actuelle dans ma ville la cantine fonctionne avec une délégation de services publics, et je voulais savoir si vous dans vos communes vous avez eu cette expérience là de passer d'une régie de délégation de services publics à une régie directe. Et puis également sur le côté médical, donc ma ville est dans un désert médical, on a du mal à avoir des spécialistes notamment, et donc on envisage la question d'une maison médicale communale, et je voulais savoir si vous aviez des expériences, des retours d'expérience sur ce sujet. Je vais aller dans le fond un petit peu, hein, désolé aux gens de devant. Merci. Merci à tous les quatre pour votre contribution. Moi, ma question, elle porte sur les listes citoyennes. Quelles sont vos relations avec les listes citoyennes, si vous en avez dans vos communes? Et dans le cadre des prochaines élections en 2026, quelle stratégie, notamment pour éviter l'éparpillement des voix et potentiellement aussi post-élection, comment collaborer avec elles, qu'on soit aux manettes de la ville ou dans l'opposition? Merci. Oui, je vais prendre la suite parce qu'il peut y avoir une autre situation. C'est-à-dire qu'on peut être élu on peut être élu dans une majorité, mais dans une majorité mixte. C'est-à-dire qu'il y a des socialistes, des communistes, des écolos et deux insoumises. Et là, il y a des choses qui passent auxquelles on adhère, et il y en a d'autres pour lesquelles on plaide très longtemps et qui ne passent jamais. Alors, c'est épuisant. Si vous voulez vous engager dans ça, bon courage. Moi, j'avoue que maintenant, je préférerais encore être dans l'opposition. Je l'avais été auparavant. Et je trouve que c'est plus confortable comme situation. Oui, je suis étonné parce que je pensais naïvement que les communes n'avaient pas le droit de se financer auprès des organismes publics et qu'ils devaient passer, selon l'article 123 du traité de Lisbonne, sur les banques privées. Alors j'en suis content parce que ça me donne un espace auquel je n'avais pas songé, mais jusqu'à maintenant je pensais que toutes les collectivités et départements devaient se financer auprès des banques privées et qu'il leur était interdit d'aller à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et des consignations. Merci de m'éclairer. Un jeune? Bon, allez, un jeune. Encore une ou deux? Ouais, deux et après on arrête, on répond bien à la place.
La parité, c'est entre femmes-hommes, pas jeunes plus âgés. Donc 2 questions très courtes. Je suis arrivé un peu en retard, donc j'espère que ça ne recouvre pas quelque chose qui a déjà été traité. La première, c'est vous parliez des sources d'autofinancement, donc de la taxe foncière. On a un petit peu regardé avec mon groupe, on prépare les municipales en Charente, à Angoulême. Est-ce que ça peut être un levier aussi pour certaines communes, la taxe de séjour, éventuellement d'autres petites taxes qui sont un peu plus exceptionnelles, comme la taxe contre les logements vacants, les locaux vacants vides? C'est des questions, j'aimerais bien avoir des chiffres, savoir à combien ça représente en pourcentage de financement. Et deuxième petite question, c'était sur, souvent, dans le cadre d'élus traditionnels de droite, par exemple, leur manière de poser leur légitimité face à des collectifs citoyens ou des contestataires qui peuvent s'opposer à des projets municipaux, c'est de dire, ce que vous proposez, on ne pourra pas le faire, c'est pas possible, il n'y a pas d'alternative. Et c'est souvent le cas, nous, on a ce sujet pour... des projets où ils disent le PLUI ne nous permet pas de nous opposer à des projets, par exemple, de grands centres commerciaux ou de McDonald's. Nous, c'est un cas d'un McDonald's. Et donc, voilà, je voudrais avoir des éléments un petit peu plus concrets là-dessus. Parce qu'en fait, comme on ne sait pas, ils ne nous transmettent pas d'infos sur s'ils sont en train de décider s'ils vont signer ou s'ils ne vont pas signer, quels sont les éléments qui leur en empêchent ou pas dans le PLUI ou dans le PLU. C'est vrai qu'on est un peu désarmé face à ça. Une dernière ? Oui. Je fais, comment dire, je suis un peu porte-parole d'un camarade dans les discussions qu'on a eues sur la question des communes et des municipales, donc la question des budgets. Il y a un camarade qui a posé la question, qui nous a dit pourquoi la France insoumise ne remet pas en cause la décision de Macron de supprimer les impôts locaux. Parce que il y a des communes qui ont beaucoup de propriétés, enfin de propriétaires avec des pavillons, même en banlieue parisienne. Moi, dans ma commune, il y a 40%, presque 45% de logements sociaux, donc essentiellement des locataires. Les locataires ne payent plus d'impôts locaux, et évidemment, le foncier a augmenté. Le foncier augmentant, je crois que c'est toi qui l'as dit, y compris les propriétaires ont augmenté les loyers. Donc l'histoire de dire on a augmenté le pouvoir d'achat, c'est faux, puisque les loyers, y compris dans les bailleurs sociaux, les loyers ont augmenté et les charges ont augmenté énormément. Donc cette question des impôts locaux qui, était pour tout le monde, hein, c'était avec des différences selon les communes, etc. Mais enfin, et donc cette part financière enlevée aux communes a des conséquences énormes sur le social, sur tout ce qui est... Camarade a parlé de la santé, etc., sur les écoles. Et nous, on a un maire de droite. Lui, qu'est-ce qu'il fait comme il est copain avec Valérie Pécresse, qui est présidente de la région? Il se targue d'avoir des centaines de milliers d'euros de subventions pour telle ou telle chose, y compris la région a aidé à un financement pour rénover une école communale, alors que c'est de l'ordre de la commune. Ouais. Peut-être pour rebondir sur la dernière intervention, moi je partage complètement ce qui est dit. La taxe foncière, elle est impactée indirectement, y compris sur les organismes HLM, et on pourrait presque faire la même conférence qu'on fait aujourd'hui sur ce qui s'est passé pour les communes et ce qui s'est passé pour les organismes HLM. C'est à peu près la même chose en termes de perte de moyens, perte de marge d'action, etc. Et aujourd'hui, les organismes HLM sont dans des situations extrêmement difficiles. Et c'est vrai que nous, c'est forcément un sujet à avoir en tête quand on augmente aussi une taxe foncière. Ça a un poids très important pour un bailleur social parce que c'est beaucoup de logements pour un seul organisme. Sur la question de la taxe de séjour qui était posée et les autres sources d'autofinancement, effectivement, il y a une possibilité sur la taxe de séjour. Il y a notamment un mécanisme qui est de passer la taxe de séjour au forfait plutôt qu'au réel. Nous, on a été amenés à prendre cette mesure-là parce que on s'est rendu compte que ce que versait notamment l'hôtel Ibis, qui était sur notre territoire, c'était en gros, en calculant, ça voulait dire qu'il y avait 3 clients par jour dans l'hôtel. Donc on s'est dit qu'il y avait un problème sur le paiement de la taxe de séjour. Donc on l'a passé en forfait, c'est-à-dire que vous définissez un pourcentage de remplissage
et ça vous est versé comme taxe. L'autre avantage de ce mécanisme-là, c'est que c'est un outil contre les Airbnb. Parce que ça marche aussi sur les Airbnb. Donc ça amène à réfléchir à 2 fois pour les personnes qui voudraient faire de l'investissement locatif en Airbnb sur la commune. Après, on va dire que c'est un outil, à mon avis, qui est utilisable déjà dans des zones très spécifiques, parce que forcément, quand on est en région parisienne ou en bord de mer, la question de la taxe de séjour, elle est plus importante que dans d'autres territoires. Et en termes de montant, c'est pas ça qui va permettre de financer. Voilà, ça va pas rénover une école, c'est de l'ordre de, je sais pas, de 200 000 euros par an, quelque chose comme ça, ce qui est pas, c'est pas négligeable, mais ça va pas financer des politiques publiques. Et peut-être très rapidement sur une autre question, sur la question des listes citoyennes et des relations qu'on a avec. Moi, je pense que c'est une question difficile parce que liste citoyenne, quelque part, ça peut vouloir tout et rien dire. Et je pense qu'il y a un débat quand même à mener avec ces listes-là sur le fait que, voilà, est-ce que c'est des listes citoyennes de gauche, est-ce que c'est des listes citoyennes de droite ? Et ça peut parfois être... des gens qui se positionnent pas politiquement parce que ils se sentent pas proches des partis, etc. Auquel cas il y a un vrai intérêt, je pense, à travailler, à discuter et à mener ce débat-là. Après, on sait aussi que le qualificatif de citoyen, c'est un peu comme toute la dépolitisation, le rapport juste au technique et au local. Parfois, ça peut être aussi un faux-nez pour d'autres tendances politiques qui ne veulent pas s'afficher directement parce qu'elles savent que si elles affichaient leur couleur, les habitants ne les soutiendraient pas. Effectivement, après, il y a des collectifs citoyens aussi qui existent. Et ce que je disais avec les luttes, c'est aussi comment on propose des débouchés politiques en fait à ces gens qui s'organisent, qui ne sont pas forcément dans les logiques, on va dire, partisanes, en tout cas d'intégrer un parti politique, mais qui ont besoin de déboucher à leur lutte. Et c'est à ça qu'on sert aussi, en tout cas en tant que mouvement insoumis, je pense, c'est de réussir à créer ces débouchés et à les emmener aussi avec nous. Donc moi, je vois en 2020, on a fait une liste clairement en commun, et dedans, il y avait des collectifs qui étaient nés au moment des municipales pour parler climat, enfin écologie, et qu'on a emmenés avec nous et qui sont des élus maintenant dans notre groupe clairement en commun, la France Insoumise. Et c'est aussi des logiques de repolitisation, d'éducation populaire et de ramener à la place que doivent avoir les gens, c'est-à-dire d'aller se coller aussi aux élections, parce que c'est la place pas que de gens qui sont dans, comment dire, c'est pas qu'une question de parti, quoi, c'est une question aussi de participation dans une ville. Et effectivement, par contre, s'affirmer dans un parti politique, pour nous, c'est une des missions, parce qu'on a besoin aussi du débat politique. Enfin, il ne faut pas se cacher derrière juste le mot citoyen. Donc, il faut emmener les gens avec nous là-dessus, sur des bases de programmatique qui sont très claires, enfin, qui doivent être très claires pour que ça fonctionne. Moi, je voulais répondre juste sur la question de la logique de la fiscalité, en tout cas de la perte de souveraineté, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de liberté des communes. On a bagarré la France Insoumise, je pense, à toutes les échelles possibles, et dans tous les PLF, dans tous les débats budgétaires. Par exemple, l'année dernière, on avait réussi à faire adopter un amendement qui visait à remettre une taxe d'habitation, par exemple, sur les résidences secondaires ou sur les plus hauts revenus. Parce qu'en fait, la suppression de la taxe d'habitation de Macron, il l'a fait passer pour une mesure de justice sociale, ce qui était faux, parce que les plus précaires en étaient normalement exonérés, et c'était ceux qui avaient des hauts revenus, en tout cas qui contribuaient le plus à cette taxe d'habitation, et surtout qu'elle a été compensée à moyen constant, on va dire. C'est-à-dire qu'elle n'évolue pas en fonction de l'évolution d'une commune. Donc une commune qui a gagné en population a la même compensation, donc a perdu de l'argent concrètement. Il n'y a pas de compensation juste dans le macronisme, ça n'existe pas. Et donc ça, c'est une bataille qu'on mène à l'Assemblée nationale. La TVA, c'est un dévoiement de cet impôt qui est injuste, qu'on combat, mais qui est utilisé aujourd'hui pour faire des compensations, et qui sont là encore absolument pas justes pour les collectivités ni pour les départements. Et les départements, c'est aussi un autre problème. Ils sont hyper endettés avec des politiques publiques qui sont très essentielles en fait en termes de social, de protection de l'enfance, de grand âge. Enfin voilà, c'est pas anecdotique aussi pour les départements. Tout ça pour dire que c'est des batailles là qui se mènent plutôt à l'échelle nationale dans le cadre du PLF. Et si on avait des gouvernements qui d'une part respectaient les résultats des élections, on n'en serait pas là évidemment, 2024 et à la victoire du nouveau Front populaire, mais qui respecteraient au moins le débat démocratique, c'est-à-dire quand il y a un débat sur le budget et qu'il y a des amendements qui sont adoptés, on les garde
même s'il y a un 49.3, et ça, c'est pas ce qui se passe à chaque fois. Je vous jure, c'est hyper frustrant pour nous, parlementaires, parce qu'on en a des victoires. Notamment le dernier budget, on a fait un budget à l'équilibre en taxant les riches, en ramenant des moyens en collectivité, et tout ça est balayé d'un coup de 49.3, et ils rajoutent des choses qui ont été rejetées pendant le débat et qui sont à la fin dans le budget. Donc on a un hold-up démocratique permanent depuis que Macron est là, et ça impacte ce qu'on disait, les collectivités et la question de la fiscalité. Je finis juste sur une dernière question qui était la question de la santé, qui n'est pas vue comme une compétence municipale de premier plan. Et ça a été démontré par les deux collègues, c'est qu'en fait, on fait un peu ce qu'on a envie de faire, en fait. Si on estime que le besoin de la population, c'est d'avoir des centres de santé municipaux, on peut faire des centres de santé municipaux. Et je pense que c'est d'ailleurs un des enjeux de cette élection, c'est l'accès à la santé qui s'est évidemment dégradé en zone rurale, mais aussi en zone urbaine, notamment dans les quartiers populaires, et construire des centres de santé, c'est-à-dire salarier les médecins directement, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est une demande de plus en plus de jeunes médecins, notamment les femmes qui veulent aussi avoir ce rythme de vie un peu plus préservé, une sécurité avec une administration, voilà, c'est des choses qui sont possibles et qu'il faut mettre en place, qui existent déjà beaucoup en banlieue parisienne, qui sont historiques en plus. Ce qui n'est pas pareil qu'une maison médicale où, par exemple, la commune met le bâti, mais les médecins s'organisent en libéral. Et donc, c'est une autre forme d'organisation. Moi, je suis assez partisane des centres de santé. On peut en faire départementaux, municipaux. Voilà, c'est un vrai outil. Et on peut aussi parler de questions de tranquillité, de sécurité, de prévention, la question des trafics de drogue. C'est aussi une question sur laquelle on peut agir, notamment par les leviers de prévention, d'éducation avec des éducs de rue. Il y a plein d'outils. Et une municipalité, elle peut faire beaucoup de choses. Elle ne doit pas se suppléer à l'État ni compenser les défaillances, mais elle peut mettre des politiques publiques qui sont beaucoup plus efficaces que mettre par exemple des agents de police qui vont faire opération Place Net XXL alors que ça ne sert à rien par exemple. Sur la question de je continue, sur la maison médicale communale de santé. Moi, il y a 2 ans, j'avais participé à une formation, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a l'espace formation du formateur des collectivités, et même si vous n'êtes pas inscrit en tant qu'élu, vous pouvez toujours assister au cycle de formation. Et il y avait un maire qui était là et qui nous expliquait comment il avait fait pour le mettre en place dans une zone en grande ruralité et en grand désert médical. Et il expliquait qu'il avait hérité d'un bâtiment qui avait été aménagé par ses prédécesseurs pour justement dire aux médecins en libéral « Venez vous installer, on a un beau bâtiment ». Résultat, personne ne venait. Et donc, ils ont fait le choix de mettre ce bâtiment sous le statut de maison communale de santé. Et donc, en fait, la mairie recrute, là, c'était 2 secrétaires, et ils avaient commencé à 2 ou à 3 médecins, je ne sais plus, en général, et en médecin généraliste, et c'était la ville qui payait directement les médecins. Donc, sur un salaire assez élevé, de 5 600 puis 6 000 euros par mois, ce qui fait une sacrée dépense pour la commune. Vous allez me dire, 2 équivalents temps plein de secrétaire médical plus 3 médecins, ça commence à chiffrer. Sauf que la ville se remboursait en touchant le tarif de la consultation. Et donc, ça lui avait pris de tête à peu près 11 à 12 mois à tout monter. Puisqu'il faut prendre les contacts avec la CPM, les différentes mutuelles qui remboursent, etc. Il nous avait expliqué que la première année, le temps que ça se lance, et comme ce n'était pas encore très connu, si vous voulez, le planning n'était pas rempli en termes de consultation, mais dès la 2e année, il était en positif. Première année, il avait perdu 20 ou 30 000 euros, la ville, et puis la 2e année, il était bénéficiaire de 20 000 euros. Donc, vous voyez, c'est un système qui marche, qui, pour les médecins, est hyper confortable par rapport, vous savez, aux médecins qu'on a connus, qui étaient taillables et corvéables à merci, qui travaillaient de 8h jusqu'à 22h et qui voyaient jamais leur famille, etc. Là, les médecins, ils viennent, ils font 35 heures, ils font leur cœur de métier, ils ont des secrétaires pour faire le travail administratif. Et derrière, il y a en plus des bonus par la CPM s'ils vont se former, s'ils ont des campagnes, tu le disais, spécifiques de prévention. Et c'est un système, lui, il disait, j'ai jamais eu de mal à faire passer des entretiens et à avoir des candidats. Il fallait juste faire comprendre à certains que non, ils n'auront pas appart de fonction et voiture de fonction et qu'ils n'auraient pas 8 000 euros par mois. Parce qu'ils avaient d'autres conditions de travail qui équilibraient cette perte de salaire. Ça, c'était pour la maison communale de santé. Pour la cantine, tu peux en parler. Alors, toi, tu as une régie ? Alors, du coup, je vais faire la première partie parce que nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que, enfin nous, la ville, mon prédécesseur a vendu la cantine municipale.
C'est un peu dommage. Il avait besoin d'argent puisque les comptes de la ville n'étaient plus équilibrés. Et donc, il a récupéré un bâtiment du département à l'euro symbolique. Et 2 ans après, il l'a revendu 700 000 € pour en faire. Donc, on n'avait plus de cuisine centrale et il l'a vendu au privé. Et nous, on a récupéré cet état de fait-là et on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et donc, on n'avait pas les moyens de réinvestir dans un nouveau bâtiment pour refaire une cuisine centrale. Par contre, il y a possibilité, même en délégation, de faire des marchés qui valent le coup. Et on a un peu challengé sur ce sujet-là lors de notre procédure de marché, d'appel d'offres. Et on est sur une cantine qui est à plus de 50% bio. Pour les Hauts-de-France, on est la première cantine en termes de part de bio labellisée. On est à 54%. On a retiré tous les plastiques avant même que la loi l'oblige. On est sur des parts de produits locaux, etc. etc. Donc, et puis 2 plats végés par semaine. Donc voilà, on a fait un cahier des charges qui était quand même assez maus costos et pour justement mettre de la bonne qualité alimentaire dans les assiettes des enfants. C'est possible, c'est plus cher. Mais par contre, on voulait aussi que le coût soit le même pour les familles. Donc là, on y a été 150 000 € annuels en plus sur le marché de la restauration scolaire. Mais c'est un effort financier que la ville était prête à faire pour mettre de la bonne qualité. Et toi, donc, du coup, tu vas nous parler de cuisine centrale. Très brièvement. C'est juste pour vous dire que c'est possible. Donc nous, on a fait effectivement une internalisation de tous les services, mais on commande, on a un marché pour les repas, et ce marché a des exigences un peu équivalentes aux tiennes, qui sont exemplaires. Mais maintenant, on est lancé dans un processus. Ce serait bien que toutes les villes qui se lancent dans ce processus, on se mutualise et puis qu'on échange des informations, qui a commencé cette année, pour faire qu'à la fin de ce marché, en fin 2027, nous ayons, puisque nous avons une nouvelle école, nous avons un espace pour une cantine, nous internalisions la fabrication des repas. Et ça, c'est un enjeu. On a fait des visites, etc. Bon, c'est tout. Maintenant, un petit mot de conclusion sur la stratégie. Je n'ai pas de conseils à donner. Moi, je veux dire simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut sortir son drapeau. Il faut sortir son drapeau. D'accord ? Et qu'est-ce que c'est le drapeau ? C'est le programme. Et comme ça, vous clouez tous les autres, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur les listes citoyennes. Hein. Faire très attention à ce qui... Voilà, c'est aussi une façon de camouflage. Si vous êtes sur le programme avec une grande clarté, politiquement, et pas simplement de dire voilà mon étiquette, mais voilà ce qu'elle signifie en termes de programme municipal, eh bien vous pouvez créer un vrai point de ralliement. Voilà, ça me paraît tout à fait essentiel. Ouais. Eh ben, merci à toutes et tous et bonne suite des amphis. Je crois qu'il y a une grande conférence qui commence aussi tout à l'heure à 17h30 de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Bonne suite à vous.